Il a abandonné sa femme la nuit la plus importante de leur vie pour faire la fête avec sa maîtresse, certain qu'elle ne saurait jamais. Mais elle apparut soudainement à la soirée et révéla un secret qui fit. Continue de danser avec elle, Théodore. C'est la dernière nuit où tu penses encore tout diriger. Ariane avait préparé le dîner de leur 10e anniversaire, croyant pour la dernière fois qu'il se souvenait encore de la promesse qu'il avait faite une décennie plus tôt. Alors que Paris vibrait au rythme de la grande finale sportive nationale, il portait un toast lors d'une soirée VIP aux côtés de Lauriane, la femme que tout le monde prétendait ne pas voir. Une photo, un reçu d'entreprise et un message cruel suffirent à transformer la douleur d'Ariane en une décision. Cette nuit-là, elle ne quitterait pas sa maison pour se battre pour un mari, mais pour confirmer l'ampleur du mensonge qui soutenait toute sa vie. Ariane posa le 2e verre de vin sur la table à 20h17, exactement à l'endroit où Théodore aimait s'asseoir quand il prétendait encore avoir le temps de dîner à la maison. Le Penthouse de Saint-Germain-des-Prés était trop lumineux pour une femme assise seule, décorée de bougies blanches, d'arrangements floraux sobres, de porcelaine fine et d'une bouteille de Bordeaux Grand Cru millésimée. C'était un cadeau de son père pour leur tout premier anniversaire. Dehors, Paris semblait respirer le football. Des immeubles voisins parvenaient des acclamations, des sirènes hurlantes, des télévisions, des voix se disputant sur les jeux et les promesses de victoire. À l'intérieur de la salle à manger, le silence portait un poids différent. Ariane passa ses doigts sur le tissu vert émeraude de la robe que Théodore avait complimentée lors d'une nuit lointaine et jeta un coup d'œil à son téléphone pour la 10e fois. Quand il appela enfin, elle répondit avant la 2e sonnerie. « Tu arrives bientôt ?» demanda-t-elle, refusant de laisser l'espoir trembler dans sa voix. À l'autre bout, Théodore soupira comme si elle était un rendez-vous problématique dans son emploi du temps. « Je suis toujours coincé en réunion, Ariane. Ne m'attends pas. » Elle entendit des rires, une explosion d'applaudissements et une voix féminine en arrière-plan l'appelant par son nom. Une réunion avec une foule en liesse, des mandatez-elle. Théodore resta silencieux une seconde, puis répondit sèchement, « C'est juste la télévision dans la pièce d'à côté. Ne commence pas le drame ce soir. » Le mot drame entra dans la pièce avant même que Théodore ne raccroche. Ariane resta immobile, tenant l'appareil à son oreille tandis qu'il continuait à parler sur ce ton d'homme habitué à être obéi. « J'ai envoyé des fleurs. Profite de la soirée et regarde le match. Repose-toi bien. Nous parlerons demain. » Elle regarda la table parfaitement dressée pour deux, le plat principal encore couvert, la serviette pliée avec un soin inutile. « C'est notre 10e anniversaire, Théodore, dit-elle. » Il y avait plus d'épuisement que d'accusation dans cette phrase. Il laissa échapper un rire court et impatient. « Je sais quel jour on est. C'est exactement pour ça que j'essaie de conclure une affaire importante pour nous. » Le dernier mot sonnait incroyablement faux. Nous. Comme si un nous existait encore entre son emploi du temps et son attente. Avant qu'Ariane ne puisse répondre, une voix de femme perça la ligne, joyeuse et intime, presque collée à son oreille. « Théo, viens. Le spectacle de la mi-temps commence. » Ariane ferma les yeux. Théodore étouffa le son avec sa main, mais il était trop tard. « Je te rappelle plus tard, dit-il. Ne fais rien pour m'embarrasser. » L'appel fut coupé et la pièce sembla s'agrandir, se refroidir, se vider. Les fleurs arrivèrent à 20h40. Apportées par un coursier qui n'avait aucune idée qu'il transportait une insulte enveloppée dans du papier de qualité supérieure. C'étaient des roses blanches, belles, impeccables et absolument sans âme. La carte disait simplement, avec affection, Théodore. Ariane la lut 2 fois, espérant trouver un souvenir caché entre ces 3 mots bureaucratiques. Il n'y avait pas d'amour, pas de mention des 10 ans, pas d'excuses. Le coursier demanda une signature numérique et, alors qu'elle confirmait la livraison, une notification apparut sur la tablette connectée de la maison, synchronisée avec l'adresse email familiale qu'elle ouvrait rarement. Facture émise. Groupe Leclerc, département des relations institutionnelles. Ariane sentit un frisson lui monter le long du cou. Ces fleurs, envoyées à une femme pour son anniversaire de mariage, avaient été payées par l'entreprise, pas par l'homme, pas par le mari, mais par la structure corporative qui le soutenait. Elle ouvrit le document calmement, comme si son corps avait compris avant son cœur que cette nuit exigeait une précision absolue. Dans la section notes, il y avait une description qui semblait presque offensive, courtoisie institutionnelle. Ariane laissa échapper un rire bas et sans joie. Courtoisie, 10 ans de mariage réduit à une dépense professionnelle justifiable.
C'est exactement à ce moment-là que le premier post a apparu. L'épouse d'un directeur, peut-être distraite, peut-être intentionnellement cruelle, avait tagué Théodore dans une courte vidéo enregistrée dans une suite événementielle de luxe d'un hôtel de la Défense. L'éclat de l'écran du téléphone illuminait le visage d'Ariane tandis que la musique forte, les acclamations de la finale et le tintement des verres envahissaient son salon silencieux. Théodore était là, non pas en réunion, ni dans une pièce voisine avec une télévision bruyante. Il portait une chemise, le col déboutonné, riant comme il ne l'avait pas fait à la maison depuis des mois, sa main fermement posée sur la taille de Lauriane Dubois. Lauriane portait une robe rouge ajustée, ses cheveux flottants, affichant un sourire de quelqu'un qui savait exactement où était la caméra. Le texte sur la vidéo disait « Dimanche de la grande finale à côté d'un homme qui sait vraiment gagner ». Ariane la regarda une fois, puis une deuxième fois. Au troisième passage en boucle, elle entendit la voix de Théodore levant son verre aux hommes qui applaudissaient son audace et son leadership. Certaines femmes savent simplement comment soutenir un homme dans les moments importants, déclara-t-il. Et Lauriane posa sa tête sur son épaule comme si cette phrase avait été répétée spécifiquement pour blesser quelqu'un qui n'était pas dans la pièce. Ariane ne pleura pas. Pas encore. Le téléphone commença à vibrer avant même que la vidéo ne se termine. D'abord, des messages de connaissances feignant l'inquiétude. Puis un appel d'Éléonore Leclerc, la mère de Théodore, dont la voix était toujours empreinte de tradition, de culpabilité et de parfum coûteux. Ariane répondit sans dire un mot. « Ma chère, pour l'amour de Dieu, ne fais pas de scène, dit Éléonore sans même lui demander comment elle allait. Tu sais à quel point la presse aime détruire une famille respectée. Théodore est impulsif et Lauriane est inappropriée, mais tu es la femme. La femme maintient la maison. » Ariane regarda le portrait de mariage posé sur la console. Sur la photographie, Théodore souriait comme un homme qui promettait un bel avenir. « Avez-vous vu la vidéo, Éléonore » demanda-t-elle. Éléonore soupira, clairement irritée d'avoir à gérer la douleur des autres. « Tout le monde l'a vu, ma chérie. C'est exactement pourquoi tu dois être intelligente. » La voix d'Ariane baissa. « Intelligente ou obéissante ?» Le silence pesait sur la ligne. À l'autre bout, Éléonore se durcit. « Ne confonds pas la dignité avec l'orgueil, Ariane. Si tu transformes cela en guerre, la seule qui perdra, c'est toi. » Pour la première fois cette nuit-là, Ariane ressentit quelque chose de beaucoup plus chaud que le chagrin. Ce n'était pas de la pure colère. C'était une lucidité absolue. Sa famille ne se souciait pas de son humiliation. Il se souciait seulement de savoir si elle serait encore utile en restant silencieuse. Lauriane envoya un SMS à 21h12. Elle n'appela pas, ne s'excusa pas, ne simula pas l'embarras. Elle envoya une photo de Théodore de dos, regardant l'écran massif diffusant le match, sa main posée sur son bras comme une signature de propriété. En dessous, un court texte, il a dit que tu n'aimais pas le football ni les fêtes. C'est peut-être pour ça qu'il a préféré m'emmener. Ariane lut le message, assise à table, fixant la nourriture intouchée. La sauce refroidissait. Les bougies brûlaient. Le vin restait bouché. Elle ne répondit rien. Lauriane s'attendait à des menaces hurlantes, des supplications ou un silence vaincu. Elle ne reçut que 2 accusés de lecture bleue. Ariane posa le téléphone face contre table et retira lentement son alliance, non pas comme quelqu'un qui renonce à un mariage, mais comme quelqu'un qui avait besoin de sentir sa propre main libre pour signer quelque chose d'important. L'anneau fit un minuscule tintement contre l'assiette en porcelaine. Un son trop faible pour 10 ans. Elle se leva, descendit le couloir et entra dans le bureau qui avait appartenu à son père quand il visitait encore le Penthouse. Là, dans un tiroir que Théodore n'ouvrait jamais car il le considérait comme de la vieillerie sentimentale de sa famille, se trouvait une enveloppe en papier craft scellée avec le nom d'Ariane écrit à l'encre. L'écriture de Julien Moreau. Le père d'Ariane avait encore le pouvoir de lui couper le souffle. Il était décédé quelques mois plus tôt après une brève maladie qu'elle avait traitée comme un inconvénient de planning. À l'époque, Ariane avait été tellement consumée par le chagrin, les rites funéraires et la signature de papier qu'elle n'avait pas eu la force de comprendre pleinement ce qu'elle signait. Maintenant, en regardant cette enveloppe, les mots de son père semblaient avoir attendu le moment exact. À l'intérieur se trouvait une lettre, des copies de documents d'actionnariat d'entreprise et une note plus petite pliée séparément. Elle ouvrit la petite note en premier. Quand tout le monde confond ton silence avec de la faiblesse, lis ceci. Ariane porta une main à sa bouche,
mais refusa de laisser l'émotion la briser. Elle lut les pages avec une concentration croissante. Il n'y avait pas de salut magique là-dedans, pas de vengeance toute faite, pas d'homme venant la sauver. Il y avait de la responsabilité. Il y avait du pouvoir. Il y avait son nom. Légalement lié à une faction de contrôle du groupe Leclerc que Théodore n'avait jamais mentionné lors des dîners où il se vantait de tout posséder. Son père la connaissait bien, peut-être mieux qu'elle ne se connaissait elle-même à l'époque. Ariane appela Émile Fournier à 21h36. L'avocat répondit comme s'il avait attendu cet appel depuis le début de la soirée. En arrière-plan, elle pouvait entendre le léger bruissement de dossiers organisés. Mademoiselle Moreau, dit-il avec une formalité bien trop respectueuse pour la fille en deuil d'un simple actionnaire minoritaire. J'imaginais que vous me contacteriez ce soir. Elle ferma les yeux une seconde. Alors, vous l'avez vu aussi? Émile ne chercha pas à adoucir le coup. J'ai vu la vidéo et avant cela, j'ai vu les derniers rapports financiers. Votre père avait toutes les raisons d'être inquiet. Ariane regarda l'énorme télévision du salon où l'émission montrait des joueurs courant sauvagement sous le rugissement d'une foule qui semblait à des millions de kilomètres. Les fleurs ont été payées par l'entreprise, dit-elle. Et peut-être pas seulement les fleurs, répondit l'avocat. Cette confirmation fit descendre son mariage d'un étage supplémentaire. Ce n'était pas seulement une trahison de la chambre, d'une fête charnelle. C'était une trahison utilisant un badge d'entreprise, des budgets, de l'influence, des cartes d'entreprise et les noms de personnes qui travaillaient pour vivre. Préparez les documents, Émile, dit Ariane, tous ceux qui sont nécessaires pour que personne ne puisse me traiter de femme hystérique. À l'autre bout, Émile prit une profonde inspiration. Je serai à l'hôtel dans 40 minutes. Ariane répondit, faites en sorte que ce soit 30. Elle ne se pressa pas. Elle choisit chaque mouvement comme quelqu'un qui assemble une armure. Elle se lava le visage, retoucha son rouge à lèvres, épingla un côté de ses cheveux et échangea ses pantoufles contre une paire de stilettos noirs silencieux et pointus. Elle ne voulait pas avoir l'air détruite, ni heureuse. Elle voulait avoir l'air entière. Avant de partir, elle retourna à la table de la salle à manger, attrapa la carte florale et la glissa dans son sac de créateur aux côtés du reçu d'entreprise imprimé. Elle prit aussi l'enveloppe de son père. L'alliance resta sur l'assiette de Théodore, juste à côté de son dîner froid. Dans l'ascenseur privé, le miroir refléta une femme qu'elle ne reconnut presque pas. Plus l'épouse attendant une explication, pas encore la dirigeante prête à détruire des réputations. Quelque chose entre les deux. Dans le hall, le portier lui souhaita bonne chance pour le match, ne réalisant pas qu'elle allait assister à une toute autre sorte de défaite. La voiture noire serpenta dans les rues de Paris, au milieu des klaxons et des drapeaux d'équipe. À chaque coin de rue, les gens criaient pour le match. Ariane pensa à la façon dont cette ville savait célébrer les victoires, mais savait aussi faire semblant de ne pas voir les cadavres émotionnels effondrés dans des salles à manger élégantes. Elle vérifia son téléphone une dernière fois. Lauriane avait posté une autre vidéo. Cette fois, Théodore l'embrassait sur la joue tandis que la suite VIP chantait un hymne de la mi-temps. L'hôtel de la Défense scintillait comme s'il possédait la nuit. La sécurité contrôlait l'entrée. Des journalistes rôdaient près du hall et des hommes d'affaires traversaient le marbre avec l'urgence des gens qui devaient être près de l'argent et des caméras. Ariane sortit de la voiture sans annoncer son arrivée. Le directeur de la réception la reconnut et pâlit car les épouses officielles étaient attendues aux brunchs familiaux du dimanche, pas aux soirées VIP tardives où les maîtresses occupaient le centre de l'attention. Madame Leclerc, commença-t-il. Ariane l'interrompit avec une politesse glaciale. Moreau. Aujourd'hui, j'utilise mon nom de famille. Il déglutit difficilement et s'écarta. De la salle de bal, un rugissement collectif éclata. Sur les écrans géants, une équipe avançait sur le terrain. Au centre de la fête, Théodore leva les bras, célébrant le touchdown imminent, entouré d'hommes qui dépendaient de lui et de femmes qui prétendaient admirer Lauriane. Lorsque l'équipe marqua, la pièce explosa. Théodore attrapa Lauriane par la taille. Elle le tira contre elle, triomphante. Puis elle vit Ariane à l'entrée. Pendant une seconde, le sourire de Lauriane s'agrandit, plus cruel, comme pour dire que le public était enfin au complet. Théodore ne remarqua sa femme que lorsque le bruit ambiant changea de texture. Ce n'était pas un silence total. Personne ne se tait complètement lors d'une fête de finale, mais une vague de murmures traversa rapidement la pièce.
Il tourna la tête et toutes les couleurs s'échappèrent de son visage. Lauriane garda sa main sur sa poitrine quelques secondes de trop. Théodore recula, ajusta sa veste de costume et marcha vers Ariane avec l'expression irritée d'un homme qui ne supporte pas d'être surpris sur sa propre scène. « Ariane, tu as perdu la tête ? Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, gardant sa voix assez basse pour contrôler la scène, mais assez tranchante pour la blesser. Elle regarda les écrans massifs, puis la flûte de champagne dans sa main, puis Lauriane. « Je suis venu voir la fin du match. » Théodore serra la mâchoire. « Alors regarde en silence. Et ne m'embarrasse pas. » Ariane pencha légèrement la tête comme si cette phrase avait confirmé quelque chose qu'elle avait désespérément besoin d'entendre directement de sa bouche. « Tu penses toujours que c'est moi qui peux t'embarrasser. » Avant qu'il ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur arrière s'ouvrirent. Émile Fournier entra dans la salle de bal, portant une mallette en cuir sombre, flanquée d'un associé portant des documents scellés. Il se dirigea directement vers Ariane, ignorant complètement Théodore, et dit « Mademoiselle Moreau, les documents sont prêts. » La main de Théodore serra son verre beaucoup trop fort. Lauriane perdit enfin son sourire si bien entraîné. Plusieurs directeurs échangèrent des regards nerveux car ils reconnaissaient Émile, l'avocat légendaire qui, pendant des années, avait représenté Julien Moreau dans des négociations à enjeux élevés dont personne ne parlait à voix haute. Ariane ne prit pas la mallette immédiatement. Elle laissa l'image flotter dans l'air. Que tout le monde voit l'homme qui pensait diriger la nuit être entièrement ignoré par le seul avocat de la ville qui comptait vraiment. Théodore tenta de reprendre le contrôle. « Quels sont ces documents ? » ?»« Ariane, ne te ridiculise pas devant mes invités. » Elle fit un pas de plus, assez près pour que lui seul puisse entendre la première partie. « Continue de danser avec elle, Théodore. C'est la dernière nuit où tu penses encore tout diriger. » Puis elle leva les yeux vers Émile et parla d'une voix claire, ferme et tranquille, « Excellent. Laissez-les célébrer encore quelques minutes. » Sur les écrans, les fans criaient victoire. Mais dans cette salle de bal, la vraie finale venait de commencer. La fête continuait de vibrer comme si rien ne s'était passé. Mais la température de l'air autour d'Ariane avait chuté. La rediffusion sur les écrans montrait des hommes en costume s'embrasser comme de vieux frères de fraternité. Des femmes levaient leurs verres et des serveurs se faufilaient sur le marbre avec des plateaux de champagne coûteux. Pourtant, Théodore ne pouvait détacher ses yeux de la mallette sombre dans les mains d'Émile. Ariane le remarqua. C'était la première véritable fissure dans sa façade de toute la nuit. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas du regret. C'était la terreur de l'inconnu. Théodore était habitué à contrôler les conversations, les réunions de conseil, les maîtresses, les gros titres et même les silences domestiques, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur de ce dossier. Quel genre de cirque est-ce, marmonna-t-il, s'approchant avec un faux sourire tendu pour que les invités ne lisent pas l'attention. Ariane ne recula pas. Le cirque, c'était toi qui as transformé notre anniversaire de mariage en une dépense institutionnelle. Il fronça les sourcils une fraction de seconde, et cette fraction de temps fut tout ce dont elle eut besoin pour confirmer qu'il savait exactement ce qu'elle voulait dire. Tu es venu jusqu'ici pour quelques fleurs, se moqua-t-il, essayant de rire. Non, Théodore. Les fleurs ont juste eu la courtoisie de laisser une trace écrite. Émile se tenait fermement aux côtés d'Ariane sans ouvrir la mallette. Ce détail dérangeait Théodore plus que n'importe quelle dispute houleuse. Un avocat qui n'expliquait pas sa présence était une menace bien trop élégante pour être ignorée. Réalisant que les projecteurs lui échappaient, Lauriane s'avança, son verre levé et un sourire soigneusement étudié. « Ariane, quelle surprise. Si j'avais su que tu venais, je leur aurais fait réserver une meilleure place pour toi. » Le ton était doux, mais ses yeux brillaient comme des couteaux à cran d'arrêt. Ariane la regarda de haut en bas, son regard s'arrêtant une demi-seconde sur le collier de diamants discret mais époustouflant, reposant sur la clavicule de Lauriane. Ce n'était pas vulgaire. C'était cher. Beaucoup trop cher pour quelqu'un dont le titre officiel, pour autant qu'Ariane le sache, était celui de consultante en images occasionnelles pour un projet qui ne figurait jamais dans les rapports trimestriels. « Ne t'inquiète pas, Lauriane, répondit Ariane avec une sérénité mortelle. Je ne suis pas venu prendre ta place. Je suis venu découvrir qui l'avait payé. » Le sourire de l'autre femme vacilla presque imperceptiblement. Théodore saisit le bras d'Ariane avec une force à peine contenue. « Nous allons parler dehors. » Elle baissa les yeux sur sa main,
agrippant sa peau. Tu as perdu le droit d'exiger quoi que ce soit au moment où tu m'as dit de regarder en silence. Elle parla doucement, mais le calme glacial de sa prestation le força à lâcher prise. Quelques invités proches firent semblant d'être absorbés par le match, mais leurs yeux furtifs trahissaient une fin de scandale. Dans l'élite parisienne, personne n'admettait de jouir de la ruine d'autrui, mais tout le monde savait exactement où se placer pour avoir la meilleure vue. Gaston Duval, le directeur commercial du groupe Leclerc, s'approcha hésitamment, désespéré de sauver les apparences. Théodore. La presse veut une photo rapide avec les sponsors. Le match est presque terminé et les gens des grands comptes viennent d'arriver. Théodore prit une profonde inspiration, remettant visiblement son masque de cadre supérieur. Bien sûr. Donnez-moi 2 minutes. Il se retourna vers sa femme, parlant à travers des dents serrées. Ne fais rien qui nuise à l'entreprise. Pour la première fois de la soirée, Ariane ressentit une envie de rire au nez. Non pas par simple mépris, mais par la pure ironie d'entendre ces mots d'un homme qui mélangeait maîtresse, soirée VIP et budget d'entreprise comme s'il s'agissait de sa tirelire personnelle. L'entreprise, répéta-t-elle, ou ton image. Théodore ne répondit pas. Lauriane répondit pour lui avec une légère inclinaison condescendante de la tête. Parfois, Ariane, ceux qui ne suivent pas la routine quotidienne d'un vrai leader ne comprennent tout simplement pas les sacrifices nécessaires. Ariane fixa la flûte de champagne dans la main de Lauriane. Le sacrifice a toujours l'air beaucoup plus joli quand il est accompagné d'un verre de Dom Pérignon. Théodore s'interposa physiquement entre elles. Dirigeant Ariane vers un couloir latéral boisé d'acajou foncé où la lueur des écrans géants vacillait et les rugissements de la foule étaient légèrement étouffés. Émile ne les suivit pas jusqu'au bout, mais se positionna au bord visible du couloir, se tenant comme une sentinelle légale. Théodore passa une main dans ses cheveux, furieux. Tu laisses un malentendu idiot se transformer en crise. Lauriane a organisé cet événement parce qu'elle comprend les relations publiques et le réseautage. C'est tout. Ariane croisa les bras. Le réseautage est un mot très pratique ce soir. Il s'approcha, baissant sa voix à un chuchotement sec. Tu sais comment ça marche. Clients, investisseurs, sponsors, visibilité. La finale nationale déplace tout. Ne sois pas si provincial. Le mot toucha un très vieux nerf. Théodore avait toujours utilisé la sophistication comme une arme chaque fois qu'il voulait la faire se sentir petite. Provincial, c'est cacher tes infidélités derrière un événement de réseautage d'entreprise, rétorqua-t-elle. Et vulgaire, c'est laisser ta maîtresse envoyer un SMS à ta femme pendant que tu trinques avec le conseil d'administration. Théodore pâlit. Elle t'a envoyé quoi? Ariane réalisa qu'il ne savait en fait rien du message, ou qu'il était un acteur phénoménal. Dans les deux cas, la fissure dans ses fondations s'agrandissait. Avant qu'il ne puisse exiger de voir son téléphone, Lauriane apparut dans le couloir, projetant une décontraction très travaillée. Tout va bien ici, demanda-t-elle, posant sa main à plat contre sa poitrine, exactement comme elle l'avait fait dans la vidéo sur les réseaux sociaux. Ariane remarqua que Théodore ne repoussa pas immédiatement sa main. Lauriane le remarqua aussi, et cela lui donna un regain de courage liquide. Ariane, je comprends que ce soir soit sensible pour toi, mais vraiment personne ici ne veut t'humilier. Tu as juste besoin de respirer et de ne pas transformer une situation sociale en tragédie. Ariane resta parfaitement silencieuse pendant quelques secondes, juste assez longtemps pour que Lauriane ressente l'inconfort suffocant de son propre écho. Une situation sociale, répéta finalement Ariane. C'est comme ça que tu appelles l'utilisation du budget des relations institutionnelles pour financer ton entrée dans cette salle de bal? La main de Lauriane glissa de la poitrine de Théodore. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être pas, dit Ariane d'une voix neutre. Mais mon avocat sait très bien lire. Théodore explosa dans un sifflement étouffé. Assez. Tu ne vas menacer personne ici. Ariane fit un pas en avant et pour la première fois de la nuit, Lauriane recula effectivement. Je n'ai menacé personne. J'ai posé une simple question. Ce sont vous qui êtes terrifiés par la réponse. Théodore calcula leur retour dans la salle de bal comme une pure manœuvre de survie. Il afficha un sourire gagnant, serra la main d'un investisseur en technologie, d'un ancien joueur invité pour les relations publiques, et posa pour les caméras, mais ses yeux ne cessaient de revenir à Ariane toutes les quelques secondes. Lauriane, quant à elle, décida de contre-attaquer. Elle monta sur une petite estrade près des écrans principaux,
saisit le microphone de l'animateur et parla avec l'éclat radieux d'une femme qui confondait chroniquement l'exposition et la victoire. Avant le coup de sifflet final, je voulais juste prendre un moment pour remercier Théodore Leclerc de m'avoir fait confiance pour organiser une nuit aussi cruciale pour le groupe Leclerc. Des événements comme celui-ci prouvent qu'une marque ne vit pas seulement de chiffres, mais de présence, de courage et de passion. Quelques personnes applaudirent. Beaucoup d'autres soupirèrent. Pour Ariane, le mot marque sonnait bizarre et creux. Émile s'approcha un peu plus et tendit à Ariane une feuille de papier pliée. Elle l'ouvrit sans se presser. C'était une liste préliminaire discrète. Pas encore d'accusation finale, juste des descriptions, des dates et des codes comptables. Hôtel de luxe, bijoutier, vol, conseil en images, relations institutionnelles, Lauriane Dubois. Rien n'était encore une preuve absolue, mais tout était une trace écrite. Parmi les invités près du bar, Ariane aperçut Sylvain Mercier, le directeur financier vétéran qui avait travaillé côte à côte avec son père avant la fusion qui avait créé l'actuel groupe Leclerc. Il tenait un verre d'eau pétillante, évitant activement tout contact visuel. Ariane traversa la foule directement vers lui. Sylvain se blêmit. « Mademoiselle Moreau » murmura-t-il presque. C'était encore là. Mademoiselle Moreau, pas Madame Leclerc, pas la femme de Théodore. Son nom, seul, portant une autorité que beaucoup dans cette pièce faisaient encore semblant d'ignorer. Sylvain, demanda-t-elle doucement. Mon père a-t-il posé des questions sur ses dépenses avant de mourir? Il ferma les yeux un bref instant, comme un homme complètement épuisé de porter les secrets de quelqu'un d'autre. Il hocha la tête. Ariane sentit son cœur battre plus lentement, plus lourdement. Et pourquoi personne ne m'a rien dit? Sylvain regarda à travers la pièce vers Théodore. Parce que votre père voulait avoir des preuves absolues avant de vous briser le cœur. Et parce que beaucoup de gens dans cette pièce sont terrifiés de perdre leur emploi s'ils prononcent le mauvais nom à voix haute. Cette phrase fit beaucoup plus mal que la trahison de Lauriane. Il y avait des employés qui vivaient dans la peur à cause de l'homme qui partageait son lit. Il y avait un silence acheté avec des salaires, des titres et une pure nécessité. Théodore repéra l'interaction et fonça immédiatement, abandonnant un groupe de capital risqueurs en plein milieu de conversation. Sylvain, va t'occuper de ce pourquoi tu es payé, ordonna-t-il. Le directeur financier baissa les yeux et s'éloigna. Ariane observa sa retraite avec une attention acérée. Ce n'était pas de la loyauté. C'était de la survie. Théodore se pencha, fulminant. Tu ne vas pas interroger mes employés au milieu d'une fête. Ariane tourna lentement son visage. S'ils sont les employés de l'entreprise, Théodore, peut-être devrais-tu te rappeler qu'ils ne sont pas les tiens. La phrase le frappa d'une manière qu'il ne put pleinement traiter. Lauriane, qui était revenue, essaya de sourire. Quel beau discours. C'est dommage que ça sonne si théâtral. Ariane la regarda enfin avec une clarté qui fit serrer le verre de l'autre femme. Théâtral, c'était ta vidéo. Cruel, c'était ton besoin de m'envoyer un SMS pour t'assurer que je savais que tu étais avec lui. Intelligent aurait été de ne rien écrire du tout. Lauriane perdit ses couleurs pendant un demi-battement de cœur. Théodore regarda sa maîtresse. Quel message? Lauriane feignit la confusion. Rien d'important. Elle déforme les choses. Ariane ne sortit pas son téléphone. Pas encore. Certaines armes sont bien plus efficaces lorsqu'elles restent dans leur étui. L'animateur annonça que Théodore porterait un dernier toast avant la fin du match. C'était le moment qu'il attendait pour reprendre le contrôle du récit. Il monta sur scène. Lauriane se tenait près de lui, bien qu'il maintint une distance physique calculée cette fois. La salle de bal s'orienta autour de lui. Les invités levèrent leur téléphone, les flûtes de champagne captaient l'éclairage doré, et les écrans massifs montraient des joueurs épuisés sous le bruit assourdissant du stade. Théodore saisit le microphone, et pendant quelques secondes, il ressembla exactement à l'homme que le monde des affaires adorait. Élégant, inébranlable, le maître absolu de sa propre voix. Ce soir, nous célébrons plus que le football. Nous célébrons la vision, l'unité et le courage de se tenir aux côtés des personnes qui nous aident à bâtir l'avenir. C'était une belle phrase, mais ses yeux cherchèrent immédiatement Ariane dans la foule. Peut-être par peur, peut-être par pure habitude. Le groupe Leclerc a toujours gagné parce que nous savons choisir les bonnes personnes pour nous accompagner. Lauriane sourit,
prête à porter cette phrase comme une couronne, mais Ariane fit un pas en avant, non pas vers la scène. Juste assez loin dans l'espace ouvert pour être clairement vu par tout le monde. Théodore avala son mot suivant. Toute la pièce le remarqua. Lauriane le remarqua. L'homme qui, quelques minutes auparavant, avait parlé de commandement et de vision, semblait maintenant mesurer chaque syllabe pour éviter de réveiller une bête qu'il ne comprenait pas. Ariane ne demanda pas le microphone. Elle n'en avait pas besoin. Son pouvoir cette nuit-là résidait précisément dans le fait de ne pas se battre pour la scène avant l'heure. Elle leva simplement la flûte qu'un serveur lui avait tendue et parla d'un ton parfaitement audible pour les cercles intérieurs, bien que protégé des caméras de presse. Les bonnes personnes et la bonne comptabilité aussi. Le toast traversa la salle de bal comme une allumette frappant des rideaux secs. Certains cadres rirent nerveusement, pensant que c'était une blague interne. D'autres ne comprenaient pas les mots, mais ils ressentirent la chute mortelle de la pression. Théodore quitta la scène dès qu'il put, abandonnant son discours prévu. Lauriane fut laissée derrière, piégée entre garder son sourire figé ou le poursuivre comme un chiot perdu. Elle choisit de sourire. C'était son erreur préférée. Théodore atteignit Ariane, ses yeux durs et frénétiques. « Tu veux me détruire ?» Elle soutint son regard, répondant sans élever la voix d'un seul décibel. « Non, cela a toujours été la différence entre nous. Tu détruis ce que tu aimes dès que tu te sens menacé. Je cesse juste de protéger ce qui est déjà pourri. » Il inspira à grandes gorgées comme s'il avait reçu un coup physique aux côtes. Pendant une fraction de seconde, quelque chose d'une tristesse authentique traversa son visage, mais elle disparut trop vite. Son ego était encore beaucoup plus fort que ses remords. Le match se termina. La salle de bal éclata en confettis et en acclamations, mais Théodore ne célébrait plus. Lauriane tenta de le tirer pour une dernière photo de victoire, mais il retira son bras, irrité contre elle, contre Ariane, contre Émile, contre Sylvain, contre tous ceux qui avaient trop vu. La suite de l'hôtel commença à se fracturer en cercles serrés de commérages. La presse fut évacuée sous prétexte de protocole de sécurité privée. Les membres du conseil d'administration inventèrent soudain des appels téléphoniques urgents à passer. Les investisseurs regardèrent Théodore avec des yeux plissés comme si, pour la première fois, il calculait un risque là où il n'avait auparavant vu que du charisme. Ariane se dirigea vers Émile près de la sortie. Il ouvrit la mallette juste assez pour lui montrer la page de garde d'un dossier interne formel. « Ce n'est pas encore le moment de tout annoncer, murmura-t-il. Mais nous avons les bases légales pour demander un accès formel au registre lié au fonds de représentation institutionnelle. » Ariane regarda la salle de bal, Lauriane riant faussement sans savoir pour qui elle jouait, Théodore debout, figé sous la lueur bleue d'un écran de télévision muet. « Commencez par les fleurs, dit-elle. » Émile parut momentanément confus. Ariane lui tendit la carte du fleuriste et le reçu d'entreprise imprimé. Un homme qui facture à l'entreprise pour s'excuser auprès de sa femme leur a probablement facturé bien plus pour les mensonges qu'il raconte à sa maîtresse. Théodore courut avant qu'elle n'atteigne l'ascenseur. Il était seul. Lauriane avait été laissée derrière. Cela seul aurait été une petite victoire pour une autre femme. Pour Ariane, ce n'était qu'une stratégie retardée. « Tu rentres à la maison avec moi ?» demanda-t-il. Non pas comme une invitation, mais comme un ordre épuisé. Elle regarda ses mains. Vide. Pas de verre de champagne. Pas de contrôle, aucune de l'arrogance certaine d'il y a 20 minutes. La maison, demanda-t-elle. Cette table est toujours magnifiquement dressée, Théodore. Ton alliance est juste là, sur l'assiette. La mienne n'y est pas. Elle se figea. Son nom ne sortit pas de sa bouche comme un reproche cette fois, mais comme un plaidoyer mal appris. Ariane. Elle le coupa avec une douceur qui était pratiquement mortelle. N'utilise pas ce ton avec moi maintenant. Cela aurait marché à 20 heures. Elle se tourna vers Émile. Réservez une salle de conférence pour demain matin avant qu'il ne nettoie les serveurs, avant que quiconque ne se souvienne de supprimer ses messages, avant que Lauriane ne réalise que se vanter d'une victoire laisse aussi une belle empreinte numérique. Théodore fit un pas désespéré vers elle. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'engages. Ariane s'arrêta au seuil de l'ascenseur et le regarda une dernière fois cette nuit-là. Si. Pour la première fois en 10 ans, je franchis la bonne porte. Ariane retourna aux Pantous de Saint-Germain-des-Prés alors que Paris hurlait encore dans les rues.
Mais l'appartement ne ressemblait plus à l'endroit où elle avait attendu son mari quelques heures auparavant. La table de la salle à manger restait parfaitement dressée. Son assiette couverte, le vin millésimé non ouvert, l'absence flagrante de son alliance, une réponse silencieuse et définitive. Assis seul sur la porcelaine fine, l'anneau en or de Théodore brillait, petit et absolument inutile. Elle n'alluma pas les plafonniers. Elle préférait la lueur tamisée de la lampe de coin. Une pleine lumière aurait rendu la scène humiliante trop dure, même pour une femme qui venait de décider qu'elle était incassable. À minuit, la porte d'entrée s'ouvrit. Théodore entra sans frapper, agissant comme s'il possédait encore chaque mètre carré. Mais ses pas perdirent leur lourde assurance dès qu'il vit la table. Pendant une fraction de seconde, il sembla se souvenir qu'il y avait une femme avant le scandale, avant la maîtresse, avant les dossiers juridiques. « As-tu laissé ça ici exprès ?» demanda-t-il, pointant un doigt tremblant vers l'anneau. Ariane, assise près de la fenêtre du sol au plafond donnant sur la ville, ne se retourna pas immédiatement. « Je ne l'ai pas laissé parce que c'était une déclaration. Je l'ai laissé parce qu'il est à toi. Les choses oubliées devraient être rendues à leur propriétaire. » Théodore prit une profonde inspiration, essayant visiblement de choisir entre son ego colossal et sa terreur grandissante. « Tu essaies de me punir ?» Elle se tourna finalement pour lui faire face. « Non, Théodore. Te punir ne suffirait pas. » Il enleva sa veste de costume et la jeta sur un fauteuil en velours. Un geste qui appartenait autrefois à leur intimité tranquille, mais qui ressemblait maintenant à une intrusion à domicile. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as failli faire ce soir. » Des investisseurs majeurs étaient là. Le journal des finances était là. Une crise conjugale ne peut pas devenir une menace institutionnelle. Ariane se leva lentement. C'est drôle. Quand tu as amené Lauriane à une fête de luxe payée par des fonds d'entreprise, c'était une stratégie de réseautage. Quand je me présente avec un avocat, c'est soudain une crise conjugale. Théodore serra les lèvres. Tu mélanges tout parce que tu es blessé. La phrase la blessa moins par sa cruauté que par sa familiarité ennuyeuse. Pendant des années, il l'avait appelée sensible chaque fois qu'il voulait nier un fait. Fier quand il voulait qu'elle cède, exagéré quand il avait besoin de cacher sa propre culpabilité. J'ai entendu ta voix au téléphone, dit-elle, son ton d'un calme mortel. J'ai vu ta main sur sa taille dans la vidéo. J'ai lu le message qu'elle m'a envoyé. J'ai vu la facture de l'entreprise pour mes fleurs d'anniversaire. Combien de preuves une femme doit-elle rassembler avant de cesser d'être blessée et de commencer à être lucide ? Théodore détourna les yeux pendant une fraction de seconde. Ce fut bref, mais réel. Lauriane a dépassé les bornes ce soir, murmura-t-il. Ariane sourit, complètement dénuée de joie. Le silence qui suivit fut plus lourd qu'un cri. Théodore se dirigea vers le bar, se servit un whisky pur et le but comme s'il avait besoin de cette brûlure intérieure pour maintenir les mensonges extérieurs. « Penses-tu que je voulais ça ?» demanda-t-il, sa voix finissant par baisser. « Penses-tu que je me suis réveillé un jour en prévoyant de t'humilier ?» Ariane ne répondit pas. Il continua de parler et, pendant un bref instant, il y avait quelque chose de douloureusement humain dans son épuisement. « J'ai porté cette entreprise sur mes épaules. Ton père m'a fait confiance. Le conseil d'administration dépend de moi. Ma mère exige des résultats comme si j'étais une machine. Lauriane est apparue quand je ne voulais m'expliquer à personne. Elle a juste cru en moi. » Ariane sentit la douleur changer de forme. Elle ne disparut pas. Elle s'enfonça plus profondément. Elle a cru en toi. Ou a-t-elle cru en l'homme intouchable que tu prétends être quand personne n'est autorisé à te contredire ? Théodore se retourna, son orgueil blessé. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre en étant constamment obligé de gagner. Ariane fit un pas vers la table de la salle à manger et toucha la bouteille de cabernet que son père leur avait achetée. Je sais exactement ce que c'est d'aimer quelqu'un qui transforme chaque exigence en une excuse pour blesser les autres. Il la regarda comme s'il voulait traverser la pièce, mais ne savait pas comment demander la permission. « Tu me manques » murmura-t-il. Ariane le crut presque, mais il termina sa pensée. « Mais tu dois te retirer avant que le conseil d'administration ne l'utilise contre moi. » Le mot au conseil d'administration incinéra toute trace de tendresse persistante. Ariane retira sa main de la bouteille de vin comme si le verre était soudain devenu brûlant. Théodore réalisa une seconde trop tard qu'il avait choisi la mauvaise confession. « Alors c'est ça, dit-elle,
sa voix tombant à un calme terrifiant. Tu n'as pas peur de me perdre. Tu as juste peur de perdre ta place. Il s'enflamma. Parce que la vérité, lorsqu'elle est prononcée sans volume, a tendance à infliger les blessures les plus profondes. Ne sois pas injuste. Si je tombe, l'entreprise saigne. Des milliers de personnes dépendent de la stabilité. Veux-tu vraiment porter le poids de leur ruine à cause d'un scandale d'infidélité? Ariane s'approcha de lui, supprimant la table comme une barrière entre eux. N'utilise pas les employés comme bouclier humain. Ils n'étaient pas dans la chambre d'hôtel avec toi. Ils n'étaient pas dans la vidéo avec Lauriane. Ils n'ont pas signé les dépenses frauduleuses que tu as ordonné d'enterrer. Théodore pâlit comme un fantôme. Qui a parlé de dépenses enterrées? Elle soutint son regard, cherchant son visage. Il posa lentement son verre de whisky. Le masque de l'époux épuisé et incompris disparut, entièrement remplacé par le PDG acculé. Sois très prudente, Ariane. Il y a des mécanismes d'entreprise que tu ne comprends tout simplement pas. Je sais, répondit-elle sans cligner des yeux. Le lendemain matin, la ville se réveilla avec la gueule de bois de la finale et un appétit vorace pour le scandale. Alors que les klaxons résonnaient encore dans les avenues et que les drapeaux d'équipe pendaient aux issues de secours, les groupes de discussion privés de l'élite parisienne avaient déjà transformé Ariane en caricature. Certains l'appelaient une victime. D'autres chuchotaient qu'elle avait fait une crise hystérique et jalouse lors d'un événement mondain. Un blog de potins financiers influents publia un article venimeux et anonyme. Il n'utilisait pas de nom, mais les détails étaient indéniables, l'épouse d'un grand dirigeant perd le contrôle de la réalité lors d'une fête d'entreprise après la finale. Ariane lut l'article à l'arrière de sa voiture, se dirigeant vers le bureau d'Émile Fournier avenue des Champs-Élysées. Elle sentit ses doigts serrer son téléphone. Ce n'était pas seulement des potins. C'était une attaque préventive. Quelqu'un essayait activement de réduire sa présence à l'hôtel à une crise émotionnelle avant que quiconque ne puisse commencer à poser des questions sur l'argent. Émile l'a reçu dans une salle de conférence aux parois de verre. Il y avait du café noir, d'énormes piles de documents et une expression sur son visage qui ne promettait absolument aucun réconfort. Ils ont agi plus vite que prévu, dit-il, désignant une tablette montrant l'article de blog. Ariane posa son téléphone face contre table. Lauriane. Émile hésita. Lauriane a certainement poussé ça, mais quelqu'un ayant accès au service de relations publiques du groupe Leclerc lui a ouvert la porte. Il étala les rapports financiers préliminaires sur le bureau. Rien n'était aussi simple que dans les films où une seule preuve irréfutable résout le monde. C'était un labyrinthe de dates, de codes de registre, de honoraires de conseil en images, de vagues factures d'hôtel, de vols avec des listes de passagers manquantes, et de paiements divisés en plus petites tranches pour contourner les contrôles du conseil d'administration. Des cadeaux d'entreprise sans destinataires enregistrés. C'était flagrant. Ariane scanna chaque ligne avec une intensité presque douloureuse. À chaque montant en euros, elle ne voyait pas seulement le visage de Lauriane. Elle voyait des employés juniors qui auraient pu recevoir des primes, des projets retardés, des fournisseurs pressés pour leur marge. L'héritage immaculé de son père utilisé pour financer un pathétique théâtre d'infidélité de luxe. Mon père était-il au courant de tout cela, demanda-t-elle. Émile enleva ses lunettes, un rare geste de défaite pour l'avocat stoïque. Il se doutait. Dans ces derniers mois, il a demandé accès à certains registres, mais Théodore les a toujours présentés comme des dépenses stratégiques. Il affirmait que le marché moderne exigeait une communication agressive et que Julien était simplement trop vieux pour comprendre les nouvelles communications d'entreprise. Ariane sentit sa gorge se serrer. Théodore n'avait pas seulement trahi sa femme. Il avait rabaissé et manipulé l'homme qui lui avait remis les clés du royaume. Et pourquoi mon père ne me l'a-t-il pas dit? Émile baissa la voix. Parce qu'il savait que si c'était le cas, vous essaieriez de protéger votre mariage avant de vous protéger vous-même. L'honnêteté brutale la frappa sans défense. Ariane tourna son visage vers la fenêtre donnant sur l'avenue des Champs-Élysées, observant l'agitation matinale des costumes, des taxis et des gens serrant leurs tasses de café. Pendant des années, elle avait appelé cela de la loyauté. Mais peut-être n'était-ce qu'une peur lâche d'affronter la vérité. La peur d'admettre que l'homme qu'elle avait choisi s'était transformé en quelqu'un que son père ne reconnaissait plus. Étais-je complice, demanda-t-elle, sa voix, à peine un murmure. Émile répondit prudemment, vous avez été maintenu dans l'ignorance. Légalement et moralement, ce n'est pas la même chose. Mais Ariane refusa le réconfort facile.
Je voulais rester dans l'ignorance. Il était tellement plus facile de croire qu'il travaillait juste trop dur, que j'exigeais trop de temps, que chaque mariage traverse des périodes difficiles. Émile laissa le silence faire son lourd travail. Puis il ouvrit un dossier en cuir beaucoup plus petit. Avant de décéder, Julien a transféré la majorité de ses actions avec droit de vote à une société holding sous votre nom. Vous n'avez pas encore formellement exercé ce pouvoir de procuration devant le conseil d'administration, mais vous pouvez le faire, et si vous l'utilisez pour exiger formellement un audit interne basé sur ces divergences financières, ils ne pourront légalement pas vous ignorer. Ariane toucha le bord du dossier en cuir. Il lui sembla lourd, non pas à cause du papier à l'intérieur, mais parce qu'il représentait la fin d'une vie passée à faire semblant de ne pas savoir comment exercer le pouvoir. Pendant qu'Ariane lisait les registres, Lauriane travaillait d'arrache-pied pour mettre le feu à l'autre côté de la ville. Dans un café discret et branché du Marais, elle était assise en face d'un consultant en communication de crise de boutique, connu pour faire le sale boulot des dirigeants paniqués. Lauriane portait de grandes lunettes de soleil foncé malgré l'éclairage tamisé, gardant sa voix basse pour projeter une image de professionnalisme. « Je n'ai aucune envie de détruire Ariane, mentit Lauriane, sa voix dégoulinante de sympathie artificielle. J'ai juste besoin que le marché comprenne qu'elle est gravement émotionnellement compromise. Elle a récemment perdu son père. Le mariage bat de l'aile. Se présenter à un événement d'entreprise sponsorisé avec un avocat hostile ressemble à un énorme risque. Cela va effrayer les actionnaires. » Le consultant en relations publiques ne se souciait pas de la moralité, seulement du risque. « Avez-vous des preuves de cette instabilité ?» Lauriane fit glisser son téléphone sur la table. Il diffusait des vidéos soigneusement recadrées du moment exact où Ariane entrait dans la salle de bal et où Théodore l'approchait agressivement. Pas d'audio, pas de contexte, pas de mention de documents d'entreprise, juste assez de tension visuelle pour suggérer une femme hystérique débarquant dans une suite VIP dans un accès de rage jalouse. « Il y a un récit ici, dit Lauriane doucement. Dans le cycle médiatique actuel, une allégation est généralement suffisante jusqu'à ce que quelqu'un prouve le contraire. » Pour la première fois, la voix de Lauriane trembla légèrement. Non pas de culpabilité, mais de la pure terreur de perdre sa chance de devenir la femme officielle avant même que Théodore ne fasse un choix. À midi, Théodore fut convoqué à une réunion informelle avec 2 membres du conseil d'administration et sa mère, Éléonore, au siège du groupe Leclerc à la Défense. Le bureau d'angle offrait des vues panoramiques sur le quartier financier, des meubles en acajou et ce genre très spécifique de silence qui précède des décisions follement coûteuses. Éléonore entra sans saluer son fils. Cela l'irrita plus que la réunion elle-même. « Tu nous as mis dans une position horrible, déclara-t-elle platement. Théodore ajusta ses poignets. J'ai contrôlé la situation. Aldi Reed, un membre vétéran du conseil d'administration, haussa un sourcil. Contrôlé ? Des rumeurs d'audit judiciaire fuient par les canaux secondaires. Des articles anonymes dans la presse économique et votre femme est sortie d'un événement sponsorisé escorté par le molosse de Julien Moreau. Ce n'est pas du contrôle, Théodore, c'est la mèche qui siffle avant la bombe. Éléonore coupa court. Qu'a exactement Ariane ? Théodore détestait ne pas avoir de réponse. Son pouvoir avait toujours dépendu de la connaissance des données avant tout le monde dans la pièce. Elle est juste blessée. Émile Fournier manipule son chagrin. Aldi secoua la tête. Émile Fournier n'agit pas sur l'émotion. S'il a montré son visage hier soir, c'est parce qu'il a des preuves écrites. Théodore ressentit le premier pic glacial de véritable panique. Non pas à cause de Lauriane. Non pas à cause d'Ariane, mais à cause de l'inconnu terrifiant qui portait sa signature. Lorsque Théodore retrouva Lauriane plus tard dans l'après-midi, il ne trouva pas la mondaine glamour de la veille. Il trouva une femme frénétique qui faisait les 100 pas dans son appartement loué du Marais, entourée de boîtes de créateurs, d'écrins de bijoux et d'un téléphone qui vibrait constamment. « As-tu parlé à la presse ?» demanda-t-il, ignorant tout salut. Lauriane se retourna vivement, adoptant une posture de profonde offense bien trop rapidement. « J'essaie de te sauver. » Théodore laissa échapper un rire sec et aboyeur. « En traitant ma femme de folle auprès des tabloïds ?» Elle croisa les bras défensivement. Ta femme a débarqué à une fête d'entreprise avec un avocat. À quoi t'attendais-tu que les gens pensent ? J'essayais juste d'éliminer un problème. Le mot problème frappa Lauriane d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Sous son ambition brute,
elle était une femme qui détestait profondément être traitée comme un problème logistique après avoir été exhibée comme un trophée. Un problème, répéta TL, sa voix montant. Je t'ai soutenu quand elle se morfondait de chagrin après la mort de son père. Je t'ai donné de l'énergie, de la présence, une admiration absolue. Tu m'as promis qu'après l'accord de la finale, les choses changeraient. Théodore passa agressivement ses mains sur son visage. J'ai promis que nous en parlerions. Lauriane sourit avec une amertume pure. Les hommes comme toi appellent toujours leur propre lâcheté une conversation. Pendant quelques secondes, elle ressembla moins à une méchante d'entreprise qu'à quelqu'un absolument désespéré de ne pas retomber dans l'invisibilité. En fin d'après-midi, Ariane reçut une note vocale cryptée de Sylvain Mercier. Sa voix était basse, pressée, légèrement caverneuse comme s'il se cachait dans des toilettes ou une cage d'escalier de secours. Mademoiselle Moreau, pardonnez-moi d'envoyer ceci. Il nettoie les serveurs du fonds de représentation institutionnelle. Il a été ordonné de révoquer les anciennes autorisations, d'effacer les accès hérités et de changer les mots de passe d'administrateur. Je ne peux pas encore tout prouver, mais votre père avait raison. Et il y a un tableau croisé dynamique principal liant les paiements directement à Mademoiselle Dubois qui vient de disparaître du lecteur partagé. Ariane écouta l'audio 2 fois. À la 3e écoute, elle le transféra à Émile. Est-ce suffisant pour déposer une ordonnance de conservation légale, envoya TL. Il répondit presque instantanément. C'est suffisant pour prouver la destruction imminente de preuves. Nous devons frapper avant que Théodore ne réussisse à vous faire passer pour un risque. Comme si l'avertissement avait littéralement invoqué la tempête, son téléphone vibra avec une alerte de dernière minute. L'article anonyme du matin avait muté en un titre sur un portail d'actualité financière majeure, guerre familiale menace le groupe Leclerc après le scandale de la finale. La photo jointe était l'image recadrée d'elle debout dans l'embrasure de la porte de l'hôtel, l'air froid, dur et envahissant. Il n'y avait pas de photo de Lauriane drapée émotionnellement sur Théodore. Aucune mention des roses blanches financées par l'entreprise. Ariane ressentit le vieil instinct suffocant de se défendre, de publier une déclaration, de supplier le public de comprendre. Puis elle se souvint de la note manuscrite de son père. Cette nuit-là, Théodore fit irruption dans le bureau d'Émile Fournier sans rendez-vous. La réceptionniste tenta de l'arrêter, mais il la dépassa comme un homme habitué à ce que les portes s'ouvrent magiquement devant lui. Ariane se tenait calmement près de la fenêtre donnant sur les lumières de la ville tandis qu'Émile restait assis à son bureau, bien trop placide pour la rage qui déferlait dans son bureau. C'est fini, annonça Théodore. Vous allez publier une déclaration conjointe disant que la nuit dernière était un malentendu privé et qu'aucun audit interne n'est absolument nécessaire. Ariane se retourna lentement. Bonsoir à vous aussi. Il ignora le sarcasme. Tu ne saisis pas les dégâts que cela cause. Les banques appellent. Les principaux actionnaires posent des questions. Ma mère parle de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Tu vas détruire tout ce que ton père a passé sa vie à construire. Cette fois, la cruauté frappa le mauvais nerf. Ariane se dirigea vers le bureau, ramassa la copie de la lettre de Julien et la tint à plat contre sa poitrine. N'utilise jamais mon père contre moi. Théodore adoucit son visage. Peut-être par tactique de manipulation. Peut-être par un fragment de souvenir enfoui. Ariane, j'aimais ton père. Elle riposta instantanément. Alors pourquoi l'as-tu transformé en un inconvénient obsolète dans les rapports trimestriels que tu étais si désespéré de cacher? Le silence qui enveloppa la pièce ne nécessita aucune confession. Théodore regarda Émile, puis les épais dossiers en cuir sur le bureau et comprit enfin que sa femme possédait déjà plus de munitions qu'il ne pouvait l'imaginer. Pendant une brève seconde, Théodore sembla physiquement se dégonfler. Il s'assit dans l'une des chaises en cuir des invités sans y être invité, enfouit son visage dans ses mains et parla comme un homme brisé par sa propre arrogance. J'ai foiré avec Lauriane. J'ai foiré avec toi. Mais si cela se transforme en un audit judiciaire formel, je ne pourrai pas m'en remettre. Ils me destitueront de mon titre de PDG. Ma propre mère me jettera au loup pour sauver le nom des Leclerc. Et les mêmes membres du conseil qui ont bu mon champagne hier feront semblant de ne jamais m'avoir aimé. Ariane écouta chaque mot, et ce fut la partie la plus déchirante de la nuit. Il lui disait enfin la vérité absolue, mais il plaçait toujours sa propre chute au centre de l'univers. Tu es toujours là à me demander de choisir entre te protéger et exposer la vérité, dit-elle. Théodore leva la tête, les yeux rouges d'un mélange de fureur et de pure terreur.
Je te demande de choisir l'entreprise. Ariane s'approcha du bureau d'Émile, prit un lourd stylo plume et signa l'autorisation légale formelle de demander un audit préliminaire indépendant. Le bruit de la plume sur le papier épais était discret, presque délicat, mais Théodore l'entendit comme un coup de marteau de juge. Elle tendit le papier à Émile, croisa le regard de Théodore et dit « C'est exactement ce que je fais ». Dehors, l'avenue des Champs-Élysées continuait de briller, lumineuse et indifférente. Dans ce bureau, leur mariage cessa d'être une victime privée et devint officiellement le premier document légalement contraignant d'une guerre d'entreprise. La réunion d'urgence du conseil d'administration était prévue pour 9 heures, mais à 8h30, le siège du groupe Leclerc donnait l'impression d'une zone de guerre élégante. À la Défense, des SUV noirs attendaient en file devant le hall vitré. Des agents de sécurité murmuraient discrètement dans leurs oreillettes. Des journalistes financiers faisaient semblant de siroter des cafés au lait de l'autre côté de la rue tandis que des employés s'affairaient dans l'atrium, les yeux rivés au sol, terrifiés qu'un faux pas puisse leur coûter leur carte d'accès. Théodore arriva avant tout le monde. Il était impeccable dans un costume anthracite, parfaitement coiffé, son expression farouchement entraînée à projeter un commandement absolu. Lauriane marchait 2 pas derrière lui. Elle ne portait plus de robe de cocktail. Elle s'était blindée dans un tailleur pantalon beige sévère, essayant désespérément de ressembler à une consultante stratégique plutôt qu'à la maîtresse filmée. Éléonore Leclerc entra par l'ascenseur exécutif privé, flanqué d'Aldiride et de 2 membres vétérans du conseil d'administration qui avaient passé des décennies à apprendre à sourire juste avant de planter un couteau entre les côtes de quelqu'un. Personne n'improvise aujourd'hui, avertit Éléonore, sans même jeter un coup d'œil à Lauriane. Théodore répondit sèchement. Je n'improvise jamais. Mais ses yeux le trahirent, se dirigeant vers les lourdes portes doubles, attendant la femme qui, 48 heures auparavant, il croyait ne jamais mettre les pieds dans cet immeuble comme une menace légitime. Quand Ariane entra avec Émile Fournier à ses côtés, la pression atmosphérique dans la pièce changea. Tout le monde comprit instantanément qu'elle n'était pas venue mendier une place à table. Elle était venue réclamer celle qu'elle possédait déjà. Ariane portait une robe bleu nuit, simple, nette, presque sévère, et ne tenait qu'un mince porte-document en cuir. Pas de bijoux ostentatoires, pas de gestes théâtraux, absolument rien qui puisse alimenter le récit de la femme instable et hystérique que Lauriane avait frénétiquement essayé de vendre à la presse. Pourtant, elle était impossible à ignorer. Sylvain Mercier, assis à l'extrémité de la longue table en tant que directeur financier, se leva par pur réflexe. Plusieurs autres directeurs imitèrent le mouvement, incertains s'ils agissaient par respect ou par pure terreur. Théodore resta assis par orgueil aveugle. Lauriane resta assise par calcul. Éléonore observa cette micro-interaction et réalisa bien avant son fils que le pouvoir dans la pièce avait officiellement changé de main. Ariane, commença Théodore, utilisant une voix bien trop douce pour être authentique. Avant d'entrer dans les formalités, je tiens à dire que je regrette profondément l'inconfort des derniers jours. Cependant, les affaires personnelles ne devraient jamais contaminer la gouvernance d'entreprise. Ariane posa son mince porte-document sur la table en acajou. Je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi nous allons les séparer dès maintenant. La trahison était personnelle. L'utilisation des fonds de l'entreprise pour la financer ne l'était pas. Le silence qui engloutit la pièce n'était pas vide. Il était rempli de cadres grassement payés qui calculaient rapidement ce qu'ils savaient exactement, ce qu'ils avaient fait semblant de ne pas savoir, et combien d'indemnités de départ ils risquaient de perdre. Aldi se racla la gorge, tentant de sauver le protocole. Mademoiselle Moreau, cette réunion a été convoquée pour évaluer les risques de réputation et les communications de crise. Nous n'avons pas de point formel à l'ordre du jour concernant un audit. Émile ouvrit sa mallette et distribua sans accroc des copies d'un mémoire juridique court et brutal, complet avec des codes comptables et des pièces jointes numérotées. Maintenant, vous en avez un, déclara l'avocat. Théodore se leva si vite que sa lourde chaise en cuir glissa bruyamment sur le tapis. C'est absurde. Julien n'aurait jamais exécuté une manœuvre comme celle-ci sans me consulter. Ariane le regarda et son expression contenait plus de tristesse profonde que de victoire. Mon père a essayé de vous consulter. Vous avez rejeté ces questions comme la paranoïa d'un vieil homme obsolète. La phrase se brisa sur la table du conseil comme un verre jeté. Éléonore ferma les yeux pendant une seconde angoissante. Elle savait que son fils pouvait être exceptionnellement cruel quand il voulait gagner, mais elle détestait absolument entendre sa cruauté répétée en actes. Théodore essaya de sourire, mais ses muscles faciaux refusèrent d'obéir.
Utilisez-vous vraiment les documents d'un homme en deuil pour lancer une attaque hostile contre moi? Ah. Ryan ouvrit son dossier et en sortit la lettre manuscrite de son père, la tenant sans la passer à personne. Non, j'utilise la dernière once de confiance qu'il m'a accordée pour vous empêcher d'utiliser cette entreprise comme une extension de votre propre ego. Lauriane, qui était restée complètement silencieuse jusqu'à présent, se pencha en avant. Avec tout le respect que je vous dois, Ariane, le timing de tout cela est incroyablement opportun. Votre mariage bat de l'aile et soudainement vous manifestez des pouvoirs exécutifs dont personne ne connaissait l'existence. Ariane tourna son regard vers elle avec un calme glaçant. Opportun, c'est votre consultance qui reçoit des paiements de factures identiques aux dates exactes de séjours hôteliers non enregistrés. Il y a des vols, des bijoux de luxe et des réservations de pentouses qui n'ont miraculeusement jamais figuré dans les rapports de conformité trimestriels. Lauriane ouvrit la bouche, la ferma et laissa échapper un rire forcé et haletant. Vous lancez une chasse aux sorcières en entreprise parce que vous êtes en colère d'avoir vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Ariane secoua lentement la tête. La vidéo n'était que votre vanité, Lauriane. La comptabilité était votre véritable erreur. Théodore regarda Lauriane avec une irritation brûlante involontaire. Lauriane le remarqua, et pour la première fois, elle réalisa qu'ils n'étaient plus du même côté par désir. Ils étaient alliés purement par survie. Et la survie en entreprise est rarement romantique. Émile projeta une chronologie sur l'écran massif de la salle de conférence. Il n'y avait pas de photos intimes, pas de capture d'écran humiliante, rien qui ressemblât à une vengeance d'épouse bafouée. Il n'y avait que des dates, des montants en euros et des descriptions. Fleurs envoyées à la résidence Moreau-Leclerc, factures aux relations institutionnelles. Suite pentouze de la défense réservée pour l'événement VIP de la finale, classé comme synergie de marque. Achat de bijoux haut de gamme enregistrés comme cadeau d'entreprise anonyme. Honoraires de conseil en images avec des livrables vagues et des paiements fortement fragmentés pour éviter la surveillance du conseil. Autorisation d'administrateur informatique modifiée et fichiers spécifiques supprimés le matin immédiatement après l'apparition d'Ariane à l'hôtel. Le nom de Lauriane n'apparaissait pas explicitement sur chaque point. Mais il planait sur toute la présentation comme un parfum écœurant de douceâtre piégé dans un ascenseur en panne. Nous n'affirmons pas actuellement qu'un détournement de fonds a été définitivement prouvé et expliqua Émile avec douceur. Nous affirmons qu'il existe une cause probable accablante pour ordonner une conservation immédiate de tous les serveurs, suspendre l'accès aux registres sensibles et engager un cabinet d'audit externe. Aldi regarda directement Théodore. Avez-vous autorisé la modification des autorisations du serveur informatique hier? Théodore hésita. Un homme de sa position savait qu'hésiter, c'était répondre. C'était un protocole de sécurité des données standards. De l'autre bout de la table, Sylvain prit la parole avant que son courage ne l'abandonne. Sécurité pour qui? Toutes les têtes de la pièce se tournèrent vers le directeur financier. Sylvain serrait un simple dossier en papier craft, ses phalanges blanches de tension. Théodore lui lança un regard absolument assassin. Surveille tes paroles, Sylvain. Ariane vit la terreur pure dans les yeux de l'homme plus âgé. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les portes, sa voix s'adoucit avec une véritable empathie. Sylvain, dis-leur simplement ce que tu as vu. Le directeur financier prit une inspiration saccadée. Le matin après l'événement de la finale, j'ai reçu un ordre exécutif direct de restreindre les points d'accès hérités et de supprimer un tableau croisé dynamique principal spécifique du lecteur partagé de l'entreprise. La justification officielle était un examen de conformité, mais ce tableau croisé référençait les paiements aux fournisseurs, aux organisateurs d'événements et à un bijoutier haut de gamme. Lauriane bondit, perdant sa façade composée pendant quelques secondes fatales. C'est un mensonge. Ces bijoux étaient un cadeau personnel. Elle. Erreur catastrophique atterrit en plein centre de la table en acajou avant même qu'elle ne réalise qu'elle avait parlé. Ariane ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. Aldi enleva ses lunettes et demanda d'une voix complètement dépourvue de chaleur. Quel bijou exactement, Lauriane? Théodore ferma les yeux. Lauriane devint pâle comme un linge, piégée dans les mâchoires de sa propre vanité désespérée. Je voulais dire si elle parle du collier de diamant. Éléonore claqua sa paume à plat contre le bois. Non pas avec un cri hystérique, mais avec la force terrifiante d'une matriarche voyant l'empire de sa famille sombrer à cause d'une imprudence vulgaire et bon marché. Assez. Ariane laissa le poids pur de ce assez s'installer dans la pièce.
puis elle parla, sa voix stable, tranquille, regardant d'abord les membres du conseil d'administration et finalement directement dans les yeux de Théodore. Je ne suis pas ici pour débattre de qui a partagé une suite d'hôtels, qui a dansé avec qui, ou qui a embrassé la joue de qui au milieu d'une fête. Cela a détruit mon mariage, oui, mais mon mariage m'appartient. Cette entreprise, non. Cette entreprise appartient aux employés que vous avez utilisés comme bouclier humain hier. Elle appartient aux fournisseurs qui attendent d'être payés, aux actionnaires qui ont fait confiance à vos rapports signés, et à la mémoire d'hommes comme mon père. Debout à la tête de la table, Théodore semblait physiquement plus petit, non pas appauvri, non pas faible, mais entièrement dépouillé du récit doré qu'il avait toujours protégé. « Tu veux ma tête sur une pique ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Ariane soutint son regard. « Je voulais votre respect. Puis je voulais la vérité. Maintenant, je veux juste un audit. » Le coup fut dévastateur précisément parce qu'il était si incroyablement net. Lauriane, effondrée sur sa chaise, tapota frénétiquement son téléphone sous la table. Ariane remarqua le mouvement. Et avant que quiconque ne décide de divulguer d'autres vidéos recadrées à la presse, ajouta Ariane, je demande formellement que tous les appareils d'entreprise liés à ces individus soient immédiatement saisis et conservés. Aldi échangea un regard lourd avec les autres directeurs. La salle de conférence qui avait commencé la matinée en essayant de domestiquer Ariane s'organisait maintenant complètement autour de sa gravité. Éléonore le réalisa et choisit d'amputer chirurgicalement le membre infecté pour sauver le corps. Théodore, dit Éléonore, sa voix comme une caresse veloutée. Peut-être est-il préférable que vous preniez un congé temporaire pendant que ces divergences sont entièrement vérifiées. Théodore regarda sa mère avec une incrédulité absolue. Toi aussi? Tu te retournes contre moi. Éléonore ne cligna pas des yeux. Je choisis de protéger le nom que tu as imprudemment mis en péril. Théodore laissa échapper un rire brisé et creux. Drôle. Quand je générais des profits records, vous vous battiez tous pour être sur la photo avec moi. Maintenant, ma femme entre avec une demi-douzaine de papiers et vous me traitez comme un criminel. Ariane répondit avant que le conseil ne puisse riposter. Personne ici n'a besoin de vous traiter de quoi que ce soit. Vous avez laissé une trace assez large pour vous enquêter vous-même. Il frappa du poing sur la table. J'ai bâti ce groupe. Sylvain, toujours tremblant, murmura légèrement, vous l'avez géré, monsieur. Le construire a demandé beaucoup plus de monde. Entendre cela d'un homme qui lui était pratiquement invisible blessa Théodore d'une manière qu'aucune accusation légale formelle n'aurait jamais pu. Cela faisait mal parce que c'était indéniablement vrai, et parce qu'il ne s'attendait jamais à entendre la vérité de la part de quelqu'un dont il payait l'hypothèque. Lauriane tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle se leva, les yeux brillants de larmes forcées, sa voix réglée sur un registre fragile et haletant. Ariane, je sais que tu souffres énormément. Vraiment, mais transformer une tragédie matrimoniale privée en un cirque d'entreprise ne va pas magiquement te rendre ton mari. La pièce retint son souffle. C'était une très bonne phrase. Si elle l'avait prononcée avant que les documents financiers ne soient projetés, cela aurait même pu fonctionner. Ariane la regarda longuement et silencieusement et répondit avec une sérénité qui arracha complètement le tapis sous les pieds de l'autre femme. Mon mariage n'est pas soumis à un vote du conseil, Lauriane. Vos factures, si. Plusieurs directeurs regardèrent leurs genoux pour cacher leur réaction. Théodore, cependant, ne trouva pas cela amusant. Il regarda Lauriane comme si, pour la toute première fois, il ne regardait pas une muse adoratrice, mais le miroir incroyablement fragile et bon marché dans lequel il avait choisi de se perdre. Lauriane sentit le changement absolu et paniqua. « Tu m'as promis que tu allais arranger ça », lui siffla-t-elle, oubliant complètement la pièce. « Tu as juré qu'elle n'aurait jamais le cran de faire ça. » La deuxième phrase était bien pire que la première. Ariane ferma les yeux pendant une fraction de seconde, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que cela validait chaque soupçon qu'elle avait jamais eu. Quand elle les ouvrit, il n'y avait pas de larmes. Il n'y avait que la finalité. Le conseil d'administration vota sur l'audit indépendant. Il fut adopté, parsemé de quelques abstentions lâches, mais il fut adopté. Théodore fut formellement et temporairement privé de tout pouvoir de décision financière lié aux fonds enquêtés. Son accès sensible au serveur fut révoqué. Un mémo interne impeccable serait rédigé avant que le journal des finances ne puisse concocter son propre récit. Ce ne fut pas une arrestation spectaculaire.
Ce ne fut pas une vengeance cinématographique ultime. Ce fut quelque chose de bien plus douloureux pour un homme comme Théodore, la perte bureaucratique totale de contrôle devant les personnes exactes qui lui faisaient courber l'échine. Lorsque la réunion fut levée, les directeurs s'éloignèrent en groupe chuchotant et nerveux. Éléonore passa devant Ariane sans lui offrir d'embrassade, mais elle s'arrêta brièvement à son épaule. « Vous auriez pu nous détruire tous aujourd'hui, nota-t-elle. Ariane répondit sans tourner la tête. « J'aurais pu, mais j'ai choisi de ne pas être la femme que vous attendiez tous que je sois. » Éléonore n'eut pas de réplique. Lauriane fut escortée par un strict agent de conformité, contrainte de remettre l'iPhone d'entreprise qu'elle avait désespérément essayé de cacher dans son sac. Pour la première fois depuis qu'elle avait infiltré ce monde, personne ne lui offrit un bras, un verre de champagne ou la promesse d'un avenir radieux. Elle descendit le couloir vitré, sentant le poids écrasant de chaque porte invisible se verrouiller silencieusement derrière elle. Théodore resta en arrière. La magnifique salle de conférence lui sembla soudain beaucoup trop grande. L'écran massif affichait maintenant simplement le logo du groupe Leclerc, froid, statique, complètement indifférent à la tragédie humaine qui venait de saigner sur la table en acajou. Ariane rangeait tranquillement ses documents dans son porte-documents quand il prononça son nom. Pas d'ordre, pas d'arrogance, à peine une voix. Ariane. Elle marqua une pause mais ne se retourna pas immédiatement. Je n'avais aucune idée que votre père avait fait cela, admit-il. Elle prit une profonde inspiration. C'est la partie qui en révèle le plus sur toi, Théodore. Ne rien savoir ne t'a jamais empêché d'agir comme si tu en étais le propriétaire. Théodore fit quelques pas de plus, maintenant délibérément une distance suffisante pour ne pas paraître une menace physique. J'ai fait une erreur. Elle. À simple phrase arriva bien trop tard pour avoir un quelconque poids. Ariane se tourna finalement pour lui faire face. Tu as fait une erreur avec moi, avec mon père, avec l'entreprise, avec les employés qui étaient terrifiés de te dire non. N'essaie pas de réduire tout cela pour le faire tenir en un seul petit mot commode. Il encaissa le coup verbal en silence. Puis, comme un homme qui se retrouvait totalement incapable d'acheter sa sortie d'un problème pour la première fois de sa vie, il demanda « Et nous ?» Ariane regarda vers les fenêtres du sol au plafond. En contrebas, la défense était inondée de taxis jaunes, de tasses de café, d'ambitions brutes et de gens prétendant être pressés pour ne pas avoir à regarder leurs propres échecs. « Nous sommes exactement là où tu nous as laissés hier, dit-elle doucement. À une table de dîner froide, à côté d'une alliance qui ne va plus. Elle ramassa le dossier en cuir de son père et sortit, laissant Théodore entièrement seul dans la pièce où il avait finalement découvert que perdre une femme pouvait coûter bien plus que de perdre un titre de PDG. Le matin après le vote du conseil, le siège du groupe Leclerc ne ressemblait plus à un royaume que Théodore gouvernait par sa seule présence. Les employés arrivaient en chuchotant, faisant glisser leurs badges et parcourant les couloirs vitrés avec l'hyper-vigilance de personnes qui savent que l'histoire a changé du jour au lendemain mais ne sont pas sûrs si le nouveau régime va les sauver ou les massacrer. Il y avait une peur palpable dans les bureaux, dans les ascenseurs, dans les cafés à moitié finis abandonnés sur les tables des salles de pause. Ariane sentit tout cela dès qu'elle franchit les portes tournantes. Elle ne le lut pas dans les yeux des vice-présidents seniors. Elle le lut dans la posture d'une jeune réceptionniste qui serrait un classeur contre sa poitrine comme si elle se préparait à des licenciements massifs. Cette image frappa Ariane plus profondément que n'importe quel titre de tabloïd. Théodore avait littéralement utilisé ces gens comme bouclier humain la nuit précédente. Et maintenant, il croyait légitimement qu'ils allaient payer le prix de ses péchés. Ariane s'arrêta net au milieu du vaste hall. Elle se dirigea directement vers le bureau de la réceptionniste et demanda son nom. Cassie, répondit la jeune femme, sa voix tremblante légèrement. Ariane offrit un sourire chaleureux et délibéré. Cassie, je veux que vous sachiez qu'absolument personne dans cet immeuble ne perdra son emploi pour avoir obéi à des ordres qu'il n'avait pas le pouvoir de remettre en question. La seule chose que nous coupons aujourd'hui, c'est la peur. Cette seule phrase se répandit dans le réseau de commérages internes avant même que le mémo officiel de l'entreprise n'atteigne les boîtes de réception. Pour la première fois, la femme que tout le monde ne connaissait que comme l'épouse de Théodore parla comme quelqu'un qui comprenait vraiment l'architecture de l'immeuble. La communication interne fut diffusée à 10 heures précises. Elle ne mentionnait pas les maîtresses. Elle ne mentionnait pas les vidéos virales. Elle ne faisait pas allusion à l'humiliation matrimoniale. Elle déclarait cliniquement que le conseil d'administration avait approuvé un audit judiciaire indépendant sur les dépenses institutionnelles, ordonné la conservation des documents.
Révoquer l'accès exécutif spécifique et mis Théodore en congé de précaution de toute surveillance financière liée aux fonds enquêtés. C'était sobre. C'était glacial. Mais pour quiconque savait lire entre les lignes du jargon d'entreprise, c'était un tremblement de terre de magnitude 9. Éléonore Leclerc lut le mémo 2 fois dans son bureau privé, ses mains manucurées fermement croisées sur son bureau. Pendant des décennies, elle avait fermement cru que protéger l'héritage familial signifiait balayer agressivement la poussière sous des tapis persans très coûteux. Maintenant, elle regardait Ariane faire exactement le contraire, protégeant le nom en arrachant les planches pourries avant que la moisissure noire ne puisse faire s'effondrer toute la maison. Théodore ne se présenta pas ce matin-là. Son bureau d'angle resta verrouillé. Sa chaise ergonomique resta vide. La couverture de magazine encadrée de lui remportant le titre de cadre de l'année et posée sur son buffet semblait soudain incroyablement arrogante et stupide. Lauriane, cependant, tenta d'entrer dans le bâtiment peu après le déjeuner. Elle portait d'énormes lunettes de soleil foncé et serrait un sac Birkin comme un bouclier en Kevlar. Elle fit glisser son badge au tourniquet. La machine le rejeta avec un bip dur, fort, presque vulgaire. Une femme sévère du service de conformité apparut immédiatement. Mademoiselle Dubois, votre accès a été révoqué. Si vous avez besoin d'entrer dans les lieux, vous avez besoin d'une escorte officielle. Lauriane regarda frénétiquement autour du hall, cherchant un visage amical, quelqu'un qui reconnaîtrait son statut. Tout le monde l'a reconnu. Presque personne n'établit de contact visuel. L'audit ne produisit pas une explosion massive. Il produisit une série épuisante de confirmations hautement documentées qui étaient collectivement pires qu'un simple scandale. Il y avait des dépenses enterrées sous des codes ambigus, des contrats de conseil qui ne produisaient aucun livrable, des budgets d'événements fortement gonflés, des cadeaux de luxe masqués en appréciation client. Et des réservations d'hôtels liées à des sommets stratégiques qui n'avaient jamais existé. Une partie de cette structure de l'ombre était née de la vanité démesurée de Théodore. Une partie était née de la frénésie de réseautage agressif de Lauriane, mais la grande majorité existait simplement parce que trop de personnes grassement payées avaient décidé qu'il était plus sûr de ne pas poser de questions. Ariane examina les conclusions préliminaires dans une plus petite salle de conférence aux côtés d'Émile, Sylvain et de 2 auditeurs judiciaires externes. Elle ne ressentit pas une vague de plaisir triomphant. Cela la surprit en fait. Pendant le choc initial, elle avait imaginé qu'exposer la vérité lui apporterait une sorte d'euphorie vindicative, mais en regardant les colonnes de chiffres et de dates, elle ne ressentit qu'une tristesse profonde, très organisée. Combien de ce capital peut être légalement récupéré, demanda-t-elle. L'auditeur principal expliqua que certaines dépenses directes pouvaient être récupérées, d'autres nécessiteraient des règlements délicats, et beaucoup serviraient principalement à réviser leur protocole de conformité interne plutôt qu'à récupérer de l'argent réel. Ariane hocha la tête. Elle ne voulait pas d'un cirque. Elle voulait des conséquences. Alors que la réunion se terminait, Sylvain demanda un instant pour parler. Mademoiselle Moreau, beaucoup de gens connaissaient des fragments de cela. Très peu de gens ont vu l'ensemble de la situation. Elle regarda l'homme plus âgé avec une fermeté absolue. Alors, à partir de maintenant, personne dans cette entreprise ne sera jamais forcé de feindre la cécité juste pour conserver son salaire. Sylvain baissa la tête, non par peur, mais par un immense et écrasant soulagement. Théodore apparut finalement en fin d'après-midi. Il n'utilisa pas la grande entrée du hall. Il monta par l'ascenseur de service des garages souterrains. Ariane savait qu'il était arrivé avant même de le voir car tout l'étage semblait retenir collectivement son souffle. Il demanda à lui parler seul. Pour la première fois, il n'envoya pas d'assistant, sa mère ou un avocat pour exiger sa présence. Ariane accepta de le recevoir dans l'ancienne salle de conseil lambrissée de Julien Moreau. Sur le mur du fond était accrochée une photographie encadrée de son père visitant une usine d'une région industrielle en reconversion, portant un casque de sécurité et un sourire authentique. Théodore entra. Il ne portait pas de cravate. Il avait de profondes poches sous les yeux, et l'arrogance à toute épreuve qu'il arborait habituellement s'était brisée en morceaux qu'il ne savait pas comment recoller. « J'ai signé le congé formel, dit-il, faisant glisser une seule feuille de papier sur la table, et j'ai fourni aux auditeurs un accès illimité aux fichiers cryptés sous mes codes d'administrateur personnel. » Ariane lut le document sans se presser. C'est le strict minimum. Il hocha lentement la tête. Je sais. La réponse simple et sans fioriture la désarma un peu plus qu'un grand discours ne l'aurait fait.
Théodore leva les yeux vers la photographie de Julien et resta silencieux pendant un long moment. Il m'a donné une vraie chance quand personne dans ma propre famille ne pensait que j'avais la discipline pour diriger quoi que ce soit, murmura Théodore. Et j'ai pris sa confiance et je l'ai transformée en ma propre scène personnelle. Ariane ne lui offrit pas de planche de salut. Elle le laissa s'étouffer avec sa propre honte. J'ai aussi envoyé un mémo à la presse corrigeant le récit sur vous, continua-t-il. Je ne vous ai pas qualifié d'instable. Je ne vous ai pas présenté comme une épouse jalouse. J'ai clairement déclaré que vous aviez agi de manière décisive en tant qu'actionnaire majeur et que l'audit judiciaire était entièrement nécessaire. Elle leva les yeux. Pourquoi avez-vous fait ça? Il la regarda droit dans les yeux. Parce que pour une fois, je n'essayais pas de vous reconquérir. J'essayais juste d'arrêter de mentir. La phrase resta suspendue dans l'air entre eux. Incroyablement lourde et tragiquement tardive. Ariane voulait le haïr avec une facilité absolue, mais 10 ans de mariage ne disparaissent pas simplement comme un contrat annulé. Il y avait de beaux souvenirs enfouis sous la boue. Des nuits où il avait été infiniment doux. Des plans murmurés sur les balcons, des voyages spontanés, des rires incontrôlables, leur premier petit appartement. La première fois qu'ils avaient partagé une vraie peur, ce qui rendait tout infiniment pire. La trahison ne tue pas seulement les mauvaises parties d'une relation. Elle assassine aussi votre confiance dans les bons souvenirs. Théodore s'approcha de la chaise en face d'elle, mais il ne s'assit pas sans permission. Puis-je, demanda-t-il doucement. Ariane fit un hochement de tête à peine perceptible. Il s'assit. Lauriane va essayer de manipuler cela, en affirmant que je l'ai émotionnellement manipulé dans tout cela, dit-il, fixant ses mains. Et peut-être, d'une manière tordue, ai-je alimenté cela. Je lui ai fait de vagues promesses. Je l'ai laissé croire qu'elle allait occuper une place dans ma vie dont je n'ai jamais eu le courage de discuter avec vous. Mais rien de tout cela ne me décharge de ma responsabilité. Ariane observa l'homme qui, pour la première fois de sa vie, semblait totalement désintéressé de jouer les victimes. Vous l'avez utilisé pour vous sentir invincible, déclara-t-elle. Théodore ferma les yeux. Oui, et je vous ai utilisé pour paraître honorable. La confession coupa comme un scalpel fraîchement aiguisé. Ariane prit une profonde inspiration tremblante. Lauriane reçut ses conséquences sans public. Il n'y eut pas d'arrestation dramatique, pas de dispute hurlante dans un hall de marbre, pas de paparazzi attendant de capturer sa chute. Ce fut bien pire pour quelqu'un comme elle. Ce ne fut qu'une simple procédure bureaucratique. Son contrat de consultance fut résilié avec une extrême rigueur. Toutes les factures en attente furent gelées en attendant un examen juridique. Son accès biométrique à tous les événements et propriétés du groupe Leclerc fut purgé. Les mêmes contacts de la haute société qui répondaient à ses SMS avec des émojis de cœur et des invitations à des galas ne lui offraient plus qu'un silence suffocant. Elle essaya d'appeler Théodore. Ça tomba directement sur la messagerie vocale. Elle essaya d'appeler Éléonore. Une assistante exécutive glaciale l'informa que Madame Leclerc était indisponible indéfiniment. Cette nuit-là, assise sur le sol de son appartement du Marais, qui lui semblait soudain beaucoup trop cher pour être une location, Lauriane fixa le collier de diamants reposant sur sa coiffeuse, l'objet qui l'avait fait se sentir si exclusivement choisi. Maintenant, il ressemblait juste à un collier très brillant, très lourd. Pour la première fois, elle ne considérait pas Ariane comme une rivale, mais comme la preuve vivante d'une vérité que Lauriane avait toujours été terrifiée d'affronter. Entrer dans une salle VIP en tenant la main d'un homme puissant ne signifiait pas que l'on y appartenait réellement. Le lendemain matin, elle envoya un email bref et désespéré aux auditeurs externes, essayant de retourner sa veste avant qu'ils ne viennent la chercher. Elle admit avoir reçu des avantages mal classés, affirma avoir agi sous la direction directe de Théodore et offrit de livrer des journaux de discussion cryptés. Ce n'était pas un repentir authentique. C'était un instinct de survie. Mais quelle que soit la motivation, cela aida Émile à boucler la boucle juridique parfaitement. 3 jours plus tard, Éléonore chercha Ariane un après-midi gris et pluvieux à Paris. Elle trouva sa belle-fille dans la suite du PDG par intérim. Ariane n'était pas assise derrière le bureau massif de Théodore. Elle était à une table de travail ronde avec Émile et Sylvain, révisant activement une nouvelle charte de gouvernance d'entreprise. Éléonore attendit que les 2 hommes s'excusent avant de parler. « J'ai été terriblement injuste envers vous, » dit Éléonore, parlant comme si chaque mot devait se frayer un chemin violent à travers des décennies d'orgueil enraciné. Ariane n'offrit aucune absolution.
Elle attendit. Quand je vous ai appelé et exigé votre silence, je croyais sincèrement protéger la famille, continua Éléonore. En réalité, je protégeais simplement notre habitude générationnelle de prétendre que les hommes de cette famille peuvent faire d'horribles erreurs sans jamais en subir les conséquences. Ariane ferma son ordinateur portable. Il n'y avait pas d'affection facile et chaleureuse entre elles. Peut-être n'y en aurait-il jamais. Vous ne m'avez pas demandé si j'allais bien, pas une seule fois. Éléonore baissa les yeux. Je sais. Et je sais qu'une simple phrase ne répare pas cela. Je sais cela aussi. Le silence qui s'installa entre elles était entièrement différent de leur précédente bataille. Il n'était pas agressif. Il semblait juste incroyablement vieux. Éléonore fouilla dans son sac de créateur, en sortit une petite clé en laiton et la posa doucement sur la table. Ceci appartient au coffre-fort d'archives privées de Julien, dit Éléonore doucement. Il me l'a donné juste avant de mourir. Il m'a dit que si jamais il y avait un jour où vous cessiez enfin de vous rabaisser pour correspondre au nom Leclerc, je devais vous le remettre. Ariane toucha le métal froid de la clé, mais ne la ramassa pas encore. Pourquoi ne me l'avez-vous pas donné plus tôt? Éléonore prit une inspiration saccadée. Parce que j'étais terrifié que vous découvriez que vous avez bien plus de droits légitimes pour diriger cet empire que mon propre fils n'en a jamais eu. En utilisant la clé, Ariane ne trouva pas une autre bombe à retardement dans le coffre de son père. Elle trouva quelque chose de bien plus intime. Il y avait des lettres manuscrites, des annotations stratégiques et des évaluations détaillées de modèles économiques qu'Ariane avait occasionnellement proposés lors de dîners informels du dimanche, des idées que son père avait méticuleusement documentées avec des notes élogieuses en marge. Sur un bloc-notes spécifique, Julien avait écrit à l'encre grasse, « Ariane comprend les gens bien avant de comprendre les chiffres. Ce sera son plus grand super-pouvoir dès qu'elle cessera de s'excuser d'avoir des sentiments. » Ariane s'effondra en pleurs là, dans le coffre-fort. Elle n'avait pas pleuré la nuit de la vidéo virale. Elle n'avait pas versé une larme devant le sourire moqueur de Lauriane. Elle n'avait pas craqué quand Théodore avait exigé son silence. Elle pleurait maintenant, complètement brisée par la preuve absolue que son père l'avait vue dans son intégralité, même si elle s'était si désespérément cachée derrière le rôle de l'épouse de cadre compréhensive. Elle ne retourna pas aux Pantous de Saint-Germain-des-Prés cette nuit-là. Elle s'enregistra dans un hôtel-boutique discret de Saint-Germain-des-Prés et demanda spécifiquement une chambre sans vue spectaculaire. Elle avait besoin de dormir dans un espace qui ne contienne pas de table de dîner d'anniversaire, d'alliances en or abandonnées ou des échos suffocants d'une décennie de promesses brisées. Juste avant d'éteindre la lampe de chevet, son téléphone s'illumina avec un SMS de Théodore. « Je ne vais pas demander à revenir. Je vais commencer par rembourser exactement ce que j'ai pris. » Une confirmation de virement bancaire était jointe. Il avait personnellement remboursé à l'entreprise la somme initiale des dépenses personnelles illicites identifiées. Ariane le lut, verrouilla son téléphone et le posa sur la table de chevet sans répondre. Pour la toute première fois, son silence n'attendait la réaction de personne. Son silence lui appartenait entièrement. 2 semaines plus tard, le conseil d'administration confirma officiellement Ariane Moreau en tant que PDG par intérim pendant la phase de restructuration de l'entreprise. La nouvelle fut diffusée sur les principaux portails financiers, accompagnée d'une photo formelle, d'une analyse de marché prudente et de titres qui tentaient désespérément de traduire son traumatisme privé en une brillante stratégie d'entreprise. Elle refusa catégoriquement toutes les demandes d'interview concernant son mariage. Elle ne parla que des audits judiciaires, des nouveaux contrôles de conformité, de la protection des employés de première ligne, du paiement des fournisseurs et de la stabilisation de l'avenir. Sa toute première réunion publique avec la direction interne ne promit aucun miracle du jour au lendemain. Cette entreprise ne sera plus gouvernée par la peur, et elle ne sera plus gouvernée par la vanité, annonça-t-elle, debout devant un auditoire bondé de visages très attentifs. Ceux qui font le travail honnêtement seront farouchement protégés. Ceux qui exploitent le silence des autres pour cacher leur propre inconduite seront absolument tenus responsables, et personne, absolument personne, ne sera jamais considéré comme trop grand pour échouer s'il confond le capital de cette entreprise avec une extension de ses propres désirs personnels. La salle éclata en applaudissements, mais Ariane ne se laissa pas enivrer par le bruit. Elle était assez intelligente pour savoir que les applaudissements pouvaient facilement devenir un piège. En sortant de l'auditorium, elle croisa Théodore dans un couloir tranquille en coulisses. Il ne portait pas son badge de dirigeant. Il tenait un simple dossier en papier craft. « Je venais juste déposer ma déclaration formelle signée pour les auditeurs externes, dit-il doucement.
Elle hocha la tête. Merci d'avoir fait ce qu'il fallait. Il offrit un sourire triste et autodépréciateur. C'est très étrange de vous entendre dire ça, comme si c'était un concept complètement nouveau. Pour vous, Théodore, peut-être que ça l'est. Il n'y avait aucune virulence dans sa voix. Ce n'était qu'une observation cliniquement exacte. Leur dernière rencontre aux Pentous de Saint-Germain-des-Prés eut lieu quand Ariane revint chercher ses livres restants. Quelques manteaux d'hiver et la bouteille de Bordeaux Grand Cru millésimée que son père leur avait offerte. La table de la salle à manger n'était plus dressée. À sa place se trouvaient des cartons, des marques d'usure sur le parquet et l'écho creux d'une faim. Théodore avait laissé son alliance en or dans une petite boîte en velours sur l'îlot de la cuisine, non pas sur une assiette de dîner, non pas comme un chantage passif-agressif, juste comme une reconnaissance silencieuse que les symboles doivent finalement être mis au repos. Il l'aida à porter une lourde valise jusqu'à la porte d'entrée, maintenant la distance physique hyper respectueuse d'un homme qui avait appris bien trop tard que l'amour sans permission n'est qu'une invasion. « Je vais rester en congé jusqu'à la fin de l'audit judiciaire, lui dit-il, appuyé contre l'encadrement de la porte. Après cela, si le Conseil le permet, j'accepterai de revenir dans un rôle drastiquement réduit. Pas de surveillance financière, pas de raccourci, juste consultatif. » Ariane le regarda, incapable de masquer entièrement sa surprise. « Vous accepteriez vraiment d'être un homme plus petit dans cette pièce ?» Théodore prit une lente inspiration. La réponse prit un instant, peut-être parce que la vérité de celle-ci naissait là, dans le couloir. Peut-être ai-je besoin d'être un homme plus petit pendant un certain temps, juste pour voir s'il reste réellement quelque chose de décent en moi quand on me retire le titre de PDG, les applaudissements et les mensonges. Elle serra la bouteille de vin contre sa poitrine. Cela ne garantit pas qu'il y aura un nous à nouveau. Vous le savez. Je sais. Et je ne sais pas si je me réveillerai un jour en voulant réessayer. Il ferma les yeux, absorbant le coup sans discuter. Je sais cela aussi. C'était la toute première excuse qu'il lui avait jamais présentée qui ne reposait pas réellement sur le mot « désolé ». Accepter son incertitude absolue était un prix qu'il n'avait jamais été prêt à payer auparavant. Ariane sortit du Pentous juste avant le crépuscule. Dehors, Paris continuait de rugir, bruyante, impatiente, illuminée par des millions de phares et de fenêtres de gratte-ciel où d'innombrables autres vies simulaient un contrôle total. Assise à l'arrière de la voiture, elle leva les yeux vers l'immeuble où elle avait attendu bien trop longtemps et prit la décision consciente de ne pas appeler cet endroit un échec. Elle avait aimé profondément là-haut. Elle s'était complètement perdue là-haut. Et elle s'était finalement réveillée là-haut. Le lendemain matin, Ariane entra dans la suite du PDG avec la clé en laiton des archives de Julien accrochée à son porte-clés, non pas comme un lourd héritage, mais comme un rappel silencieux. Elle posa la bouteille de Bordeaux Grand Cru millésimée non ouverte juste au centre de son bureau, non pas pour la boire seule et certainement pas pour pleurer. Elle l'a mis là pour se souvenir que certaines promesses n'ont pas à être tenues par la personne qui les a brisées. Elles peuvent être entièrement transformées par la personne qui y a survécu. Lorsque Cassie, la réceptionniste, apporta le premier café noir du matin, elle demanda timidement « Vous avez besoin d'autre chose, mademoiselle Moreau ?» Ariane regarda par la fenêtre massive de la Défense, se réveillant, prit une profonde inspiration et sourit avec un tout nouveau genre de calme. « J'ai juste besoin que vous appeliez l'équipe de direction, Cassie. Nous avons beaucoup de travail à faire. » En contrebas, la ville poursuivait agressivement les victoires. Dans la tour de verre, Ariane Moreau avait enfin cessé d'attendre qui que ce soit. 6 mois après la nuit de la finale, Ariane Moreau n'entrait plus au siège du groupe Leclerc comme quelqu'un qui avait besoin de prouver mathématiquement qu'elle méritait d'être là. Il y avait encore des regards curieux occasionnels, des chuchotements discrets dans les ascenseurs et d'anciens titres de tabloïds qui refaisaient surface chaque fois qu'un blog avait besoin de clics bon marché, mais le poids suffocant de la honte ne lui appartenait plus. Ce matin-là, le quartier financier brillait sous un soleil dur et impatient. Ariane traversa le hall en marbre, tenant un porte-document en cuir, la clé en laiton de son père tintant doucement contre son badge d'identification. Cassie, la même réceptionniste qui, des mois auparavant, avait été paralysée par la peur des licenciements massifs, lui sourit radieusement. « Bonjour, mademoiselle Moreau. Le comité de gouvernance est déjà installé dans la salle de conseil principale. » Ariane répondit avec la même chaleur naturelle qu'elle avait toujours eue. « Merci, Cassie, et assurez-vous d'inscrire votre nom sur la liste du nouveau séminaire de leadership. J'étais très sérieuse quand j'ai dit que cette entreprise ne serait plus dirigée par la peur.
Dans la salle de conseil principale, il n'y avait pas de flûte de champagne, pas de caméra de presse, pas de VIP de luxe. Il n'y avait que des employés de grades très différents, finance, juridique, communication d'entreprise, logistique, et même des analystes juniors qui respiraient rarement l'air de cette pièce sous l'Ancien Régime. Sur le mur, une phrase très simple avait remplacé en permanence les slogans d'entreprises grandioses et agressives de Théodore, la transparence est aussi une forme de respect. Ariane ouvrit la réunion sans la moindre théâtralité. Elle déclara clairement que l'audit judiciaire avait permis de récupérer une partie significative des fonds détournés, de résilier les contrats fournisseurs compromis, de mettre définitivement sur liste noire les consultants douteux et, surtout, d'établir des canaux de signalement anonymes à toute épreuve afin qu'aucun employé n'ait jamais à choisir entre conserver son salaire et conserver sa conscience. Pendant qu'elle parlait, elle pensa à son père. Julien Moreau ne lui avait pas seulement laissé des actions de procuration. Il lui avait laissé une question silencieuse et omniprésente, quel genre de pouvoir deviendras-tu quand personne ne pourra te forcer à te rabaisser ? Ariane ne possédait pas encore toutes les réponses, mais en regardant autour de cette salle de conseil, elle voyait un très solide début. Sylvain Mercier, récemment promu directeur de la conformité et de l'intégrité, présenta le logiciel révisé d'examen des dépenses. Quand il eut fini sa présentation, il regarda Ariane avec la profonde gratitude d'un homme qui avait survécu à une ère sombre où dire la vérité était un motif de licenciement. Théodore regarda toute la présentation depuis une chaise à l'arrière de la pièce. Il n'était pas sur une estrade. Il ne tenait pas de microphone. Il n'occupait pas l'énorme fauteuil en cuir à la tête de la table. Acceptant un rôle temporaire strictement consultatif, sans aucune autorisation financière, après avoir passé des mois à coopérer avec des auditeurs au niveau fédéral et à rembourser personnellement ses propres dépenses de fonds secrets. Pour certains alpha mâles de la défense, cela ressemblait à une punition pathétique. Pour Théodore, c'était exactement le creuset dont il avait besoin. Être forcé d'écouter avant de parler, d'expliquer des données plutôt que de les dicter, d'attendre son tour avant d'être reconnu, cela le brisait jusqu'aux fondations. Lorsque la réunion fut levée, quelques employés passèrent devant lui avec des hochements de tête très prudents et polis. Personne ne l'humilia. Personne ne l'applaudit. Théodore découvrait lentement que l'indifférence d'entreprise pouvait être bien plus brutale que la haine pure et simple. Ariane rangeait ses dossiers quand il s'approcha de la table. « Vous avez transformé tout cela en quelque chose de bien meilleur que ce que j'aurais pu imaginer, dit-il doucement. Elle ne répondit pas instantanément. Elle coiffa son stylo, ferma son porte-documents et seulement alors établit un contact visuel. « Je n'ai pas transformé votre chute en victoire, Théodore. J'ai juste pris le silence que vous avez imposé à tout le monde, et j'en ai bâti une structure. » Théodore absorba la correction avec un lent hochement de tête. « J'apprends encore à ne pas insérer mon nom au centre de tout. » Ariane faillit sourire. Apprendre tard, c'est quand même bien mieux que ne jamais apprendre du tout. Lauriane Dubois ne retourna jamais dans les cercles élitistes de Paris. Pendant quelques semaines frénétiques, elle tenta de vendre sa vérité exclusive à des magazines à potins, proposant un récit où elle était une victime tragique, manipulée par les fausses promesses d'un PDG puissant et impitoyablement détruite par l'épouse vindicative d'un milliardaire. Quelques blogs de bas niveau publièrent les citations. Très peu de gens s'en soucièrent. Non pas que Lauriane n'ait pas été réellement manipulée d'une certaine manière, elle l'avait été, mais parce que la ville savait qu'elle avait activement choisi d'être une participante volontaire au jeu. Le monde exclusif qu'elle avait si désespérément cherché à intégrer la rejeta finalement avec l'indifférence glaciale absolue d'une société qui ne l'avait jamais vraiment considérée comme une égale. Des mois plus tard, Ariane reçut une lettre manuscrite transmise par Lauriane. Ce n'étaient pas des excuses magnifiquement formulées. C'était désordonné, erratique, imprégné d'orgueil blessé, de justifications désespérées et d'une confession brute qui semblait avoir été violemment extraite par l'isolement total plutôt que par la maturité émotionnelle. Lauriane écrivit qu'elle avait toujours été terrifiée d'être invisible. Qu'elle avait tragiquement confondu le fait d'être désirée par Théodore avec le fait d'être respectée par le monde, et qu'elle avait voulu humilier Ariane parce qu'elle croyait profondément qu'il n'y avait qu'une seule place disponible pour une femme à la table des plus hauts. Ariane lut la lettre jusqu'à la signature finale, saccadée. Puis elle la verrouilla dans un tiroir et ne répondit jamais. Certaines douleurs n'ont pas besoin de s'épanouir en sororité pour être comprises. Certaines erreurs n'exigent pas une dose supplémentaire de vengeance lorsque la réalité de la conséquence est déjà une prison suffisante. Ce soir-là, Ariane retourna aux Pentous de Saint-Germain-des-Prés pour la toute dernière fois avant la vente.
Elle et Théodore avaient mutuellement convenu de le vendre, non pas par méchanceté dramatique, mais parce qu'ils reconnaissaient tous deux que les mètres carrés abritaient bien plus de fantômes que d'avenir viable. La table de la salle à manger avait définitivement disparu. À sa place se trouvaient des cartons de déménagement empilés, des marques d'usure sur le parquet et une étrange sensation d'écho de finalité. Ariane était venue récupérer le tout dernier objet qu'elle avait intentionnellement laissé derrière elle, le Bordeaux Grand Cru millésimé que son père leur avait offert pour leur premier anniversaire. Théodore la trouva debout près des fenêtres du sol au plafond, tenant la bouteille de verre sombre contre la lueur néon étendue de la ligne d'horizon de la ville. « Honnêtement, je pensais que vous ne remettriez plus jamais les pieds ici, dit-il. »« Je le pensais aussi, répondit-elle doucement. Il prit une profonde inspiration, gardant une distance respectueuse. La table de la salle à manger a été donnée à une association caritative. Ariane fixa l'espace vide sur le tapis. C'est pour le mieux. Cette table portait beaucoup trop d'attentes. Théodore sembla ressentir physiquement le coup, mais il ne leva pas ses boucliers. Je pense tout le temps à cette nuit de la finale. Moi aussi, admit Ariane. Mais je pense de moins en moins à vous dansant avec elle dans cette suite d'hôtels, et de plus en plus autant qu'il m'a fallu pour enfin me lever de cette chaise. Son honnêteté absolue et sans phare le frappa d'une manière profondément calme. Théodore se dirigea vers un carton rempli, en sortit une petite enveloppe scellée et la plaça sur l'îlot de cuisine en marbre. Ce n'est pas pour vous convaincre de quoi que ce soit, dit-il. Je pensais juste que vous méritiez une copie. Ariane ouvrit le rabat. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée d'un email interne de masse que Théodore avait rédigé à l'ensemble du personnel du groupe Leclerc. Il n'avait pas été divulgué à la presse. Il n'avait pas été filtré par une communication de crise. Dans celui-ci, il assumait sans équivoque la responsabilité d'avoir cultivé une culture toxique de peur, de vanité et d'intimidation centralisée. Il déclara clairement qu'aucune quantité de génie exécutif ne justifie l'abus de confiance et que s'il lui était jamais permis de reprendre un rôle de direction, cela devrait être mérité par le mérite et non hérité via son nom de famille ou les rapports trimestriels passés. Ariane lut le texte en silence. Il n'était pas parfait. Il y avait encore quelques phrases rigides, trop répétées, mais sous le jargon d'entreprise pulsait quelque chose de radicalement nouveau. Une véritable responsabilisation offerte sans exigence immédiate de récompense. Avez-vous réellement appuyé sur envoyer pour cela? Demanda-t-elle, levant les yeux. Oui, il y a 2 heures, et vous espériez que je le découvrirais par magie? Théodore secoua la tête. Non, c'était en fait la partie la plus difficile. Elle plia la lettre avec un soin précis. Alors peut-être que c'était aussi la partie la plus vraie. Ils ouvrirent le vin cette nuit-là, non pas comme une célébration d'un mariage ressuscité, mais comme un adieu tranquille et solennel à ce qu'ils avaient promis d'être avant de se perdre. Ils ne portèrent pas de toast à une romance épique. Ils portèrent un toast à la vérité, qui était arrivée d'une manière atroce, mais qui était enfin arrivée. Ils burent en silence amical pendant quelques minutes, regardant Paris allumer ses millions de fenêtres lumineuses. Théodore brisa le silence en premier. Je t'aime toujours. Ariane ne broncha pas. Peut-être le savait-elle déjà. Peut-être que l'amour était exactement ce qui rendait certaines portes si terriblement difficiles à verrouiller définitivement. Je te crois, dit-elle, sa voix ferme. Mais croire en ton amour ne signifie pas que je dois lui rendre ma vie. Théodore hocha lentement la tête, fixant son verre. Je ne te le demanderai pas. Bien, dit-elle, posant son verre de vin sur le comptoir en marbre. Parce que je ne suis pas un trophée pour un homme repentant, Théodore. Ni une punition pour un coupable. Je suis juste une personne qui essaie de vivre sa vie correctement après avoir passé beaucoup trop de temps à vivre comme un personnage secondaire dans la campagne de relations publiques de quelqu'un d'autre. Théodore ferma les yeux, acceptant les mots comme une sentence parfaitement juste d'un juge. Y a-t-il une chance pour nous dans le futur? Ariane le regarda avec un calme profond et inébranlable. Il y a une chance pour que tu deviennes un homme bien meilleur, et il y a une chance pour que je sois sincèrement heureuse. Si un jour ces 2 trajectoires se croisent sans mensonge, sans précipitation, et sans dettes impayées, nous verrons. Mais je ne promets pas de t'attendre. 1 an plus tard, le groupe Leclerc organisa son premier forum public sur le leadership d'entreprises responsables. L'auditoire était rempli d'employés juniors, de fournisseurs externes, de journalistes financiers et d'étudiants en école de commerce. Ariane monta sur scène.
Elle ne portait pas de robe de gala intimidante. Elle n'était pas parée de diamants. Elle ne ressentait absolument aucun besoin de projeter une aura d'invincibilité. Elle parla ouvertement des défaillances systémiques, des réformes de conformité, de la pourriture de la culture interne et du courage institutionnel. Elle ne prononça jamais les noms de Théodore ou de Lauriane. Elle ne mentionna pas la finale. Elle n'avait pas besoin de le faire. Tous ceux de l'industrie qui connaissaient la légende comprenaient le poids de chaque pose. Pendant la session de questions-réponses, une jeune étudiante en MBA se leva et demanda « Que doit faire une femme quand tout le monde dans sa vie professionnelle et personnelle confond sa patience avec de la faiblesse ?» Ariane saisit le microphone à deux mains. En un éclair, son esprit revint à la note de son père, la table froide du dîner, l'alliance en or posée sur l'assiette en porcelaine, Émile Fournier sortant de l'ascenseur de l'hôtel, et Sylvain Mercier trouvant enfin le courage de dire la vérité dans la salle de conseil. Elle se pencha vers le micro et répondit « Premièrement, vous cessez de vous excuser d'avoir la vision de voir la vérité. Deuxièmement, vous organisez méticuleusement votre douleur afin qu'elle ne vous détruise pas, mais vous vous assurez qu'elle cesse de protéger les personnes qui vous blessent activement. Toutes les réactions n'ont pas besoin d'être des disputes hurlantes dans un couloir. Parfois, la réponse la plus dévastatrice que vous puissiez donner est simplement de vous lever, de signer le bon document légal et de ne plus jamais vous rasseoir sur la chaise où l'on vous a appris à attendre. » Les applaudissements commencèrent par un grondement lent et délibéré et devinrent rapidement un rugissement assourdissant. Ariane n'absorba pas le son comme une vengeance vindicative. Elle l'absorba comme une confirmation absolue que son histoire n'était plus seulement une blessure intime et saignante. C'était une fondation. En sortant de scène, elle aperçut Théodore debout près des sorties arrière, se mêlant discrètement à la foule. Il n'essaya pas de se frayer un chemin pour l'atteindre. Il croisa simplement son regard, pencha la tête et offrit un regard à la fois farouchement fier et profondément, tranquillement triste. Ariane rendit le geste avec un petit sourire bref. Ce n'était pas une grande réconciliation romantique. Ce n'était pas un rejet amer. C'était simplement assez de paix pour survivre à l'instant. Dehors, Paris continuait de courir à une vitesse folle, à la recherche d'argent, d'amour, de statut, d'excuses et de nouveaux départs. Ariane monta à l'arrière de sa voiture et ne regarda pas en arrière vers le lieu. Sur le siège en cuir à côté d'elle se trouvait la clé en laiton du coffre de son père, un épais porte-document décrivant une nouvelle initiative philanthropique massive pour les employés de première ligne et une bouteille de vin vide qu'elle avait gardée en souvenir. Pour la première fois de sa vie, cette bouteille vide ne représentait pas une promesse brisée. Elle représentait une femme qui avait réussi à refuser de laisser l'abandon devenir sa destination finale. Et cette nuit-là, alors que les lumières néons de la ligne d'horizon de Manhattan se fondaient à travers les vitres teintées de sa fenêtre, Ariane Moreau n'attendait personne. Elle était enfin en route vers elle-même.